Un bonheur de vous retrouver pour cette première livraison de la semaine de votre émission Le Grand Soir. Nous sommes partis pour 1h52 d'échanges autour des sujets qui font l'actualité, tant sur le plan national qu'international. Mais ce soir, nous sommes exclusivement sur le plan national, puisqu'on va parler d'une question qui dérange et qui est questionnable depuis quelque temps, la question d'état civil au Cameroun. Il faut le dire, plusieurs Camerounais n'ont pas d'acte de naissance. Et depuis quelques jours déjà, les autorités invitent les maires à la numérisation des actes de naissance au Cameroun. On en parlait il y a quelque temps sur ce plateau. Il suffit qu'une mairie brûle ou qu'un document disparaisse pour qu'un Camerounais se retrouve sans document officiel. L'acte de naissance, c'est le début d'une vie. C'est d'ailleurs le document le plus utilisé tout au long de la vie pour l'établissement de tous les autres documents. L'importance de ce document n'est plus à démontrer. Comment on fait pour se retrouver sans acte de naissance en ce moment au Cameroun, et surtout, qu'est-ce qu'on attend pour protéger l'état civil? Des questions qu'on se pose. On aura l'occasion pendant cette émission d'en parler. Il y a également question, je l'ai dit, actualité oblige, jusqu'au 1er mai 2024, on va parler du travail. Et pour ce soir, on a pensé à parler des salaires. Donc, on va épiloguer autour. On le sait désormais, on a d'abord trouvé 3 SMIC et puis on a décidé de les regrouper et puis on les regroupe pas et puis ça va dans tous les sens. Et on a un secteur privé qui n'est pas souvent pris en compte lorsqu'on prend des décisions entourant les salaires. Et on finit les conditions salariales des travailleurs au Cameroun. Beaucoup d'axes de réflexion que nous allons écumer ensemble, bien entendu. Merci de nous faire confiance. Installez-vous confortablement. C'est juste le temps d'un détour. Et on dit bonsoir au panel. Le code d'accès, vous l'avez, mais je prends toujours beaucoup de bonheur à le réitérer. Le 699 13 50 75 par SMS ou par WhatsApp. Vous avez le bonheur d'être directement connecté au Grand Soir. Et bien sûr, vos réactions sont aussi importantes que celles de nos invités. Sur ce plateau, on se fait toujours le devoir de les rendre solennels. Tant qu'on reste poli, je tiens toujours à le dire, ils avancent à visage découvert. Vous avez le plaisir de ne pas être visible à la maison, mais il faudrait pas en abuser, parce qu'il y en a qui en abusent quand même et qui manquent de respect à mes invités. Donc on va se faire le plaisir de dire, même quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un, sans par exemple insulter sa coiffure, sans par exemple insulter son faciès, parce qu'il y en a qui s'énervent tellement à la maison qu'ils poussent un peu le bouchon. Donc on va faire un effort de le dire, peut-être avec colère, mais sans être mal poli, parce que je sais que j'ai des téléspectateurs magnifiques. Voilà. Donc merci d'être avec nous encore ce soir. Sur ce, on va dire bonsoir au révérend Emmanuel Mpako qui est avec nous ce soir. Il sera la voix de la société civile, on le rappelle également. Il est syndicaliste. C'est son combat au quotidien, les conditions des Camerounais d'une certaine manière. Et puisqu'on parle des Camerounais à tous les niveaux ce soir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue. Bonsoir Rosalie, bonsoir à mes co-panélistes, bonsoir à tous les téléspectateurs d'Info TV. Un bonsoir particulier ce soir au patron d'Info TV. Qui nous donne cette chaîne qui permet aux Camerounais de discuter, de vivre ensemble les questions de l'actualité et de se projeter pour le devenir du Cameroun. Donc je suis encore heureux une fois de plus d'être ton invité et je pense que comme d'habitude nos interventions vont étayer la bonne compréhension de ceux qui nous suivent. Merci d'être là. Elhad Maïriga Ibrahim est également avec nous ce soir. Très élégant, chez les yeux blanches. Merci d'avoir accepté une fois de plus de partager ce plateau avec nous. Merci Rosalie, merci pour l'invitation. Je dis bonsoir aux millions de téléspectateurs. Merci d'être invité, n'est-ce pas, à ce prestigieux plateau du Grand Soir. C'est toujours un bonheur. Qui est vraiment commenté de partout. Ça c'est vrai, nous avons le retour, les gens apprécient ce que vous faites. Je vais faire comme Mpako, le pasteur Mpako, dire merci à M. Angel Benvin. Non, Dieudonné Vin. Dieudonné Vin, excusez-moi. Angel Ben était mort depuis. Vraiment quelqu'un, un homme intègre, parce que j'ai suivi des petits trucs là aujourd'hui un peu partout, les journaux et tout. Je trouvais indigne que les Camerounais s'occupent des gens vraiment qui n'attendent pas ça, parce que ce monsieur, nous l'avons connu, pas aujourd'hui. Parmi les gens, les Camerounais aujourd'hui qui ont profité de ce pays, ce monsieur n'en fait pas partie.
que les gens se rapprochent de lui, qu'ils viennent, n'est-ce pas, voir. C'est-à-dire, c'est un courage pour ce monsieur de pouvoir mettre quelque chose comme ça là qui nous donne la parole dans ce pays. Mais vouloir le mêler à des saletés du Cameroun, je crois très bien c'est mal connaître l'homme. Ouais. Voilà. Donc, vraiment, ceux-là qui pensent, parce qu'il y a, n'est-ce pas, des personnes qui sont là pour pouvoir attirer les autres dans ce qu'ils font dans ce pays comme dénonce. Donc, vraiment, ils ont mal. Ils ont tapé pour tout. Ils ont tapé, ça c'est vrai. Ils ont mal choisi. Vraiment, c'est de l'encourager, d'aller de l'avant. D'aller de l'avant. Surtout que c'est pas facile. C'est pas facile, en plus, c'est pas facile. Voilà. De toute façon, rassurez-vous, Dieudonné Mvanga, quelqu'un m'a dit sur ce plateau que c'est ainsi que je devrais le prononcer. Moi, je vais rester sur la phonétique en français, hein, parce que je ne voudrais pas non plus me tromper en allant essayer un petit jeu qui ne me concerne pas. Dieudonné Mvanga est ce qu'il est. De toute façon, on en parlait encore il y a quelques jours sur ce plateau, les réseaux sociaux et les lobbying ont pris le contrôle de la désinformation au Cameroun. Donc, c'est ça le Cameroun. Il faut faire avec désormais, c'est la conclusion qu'on avait tirée sur ce plateau, des gens qui prennent plaisir toujours à... vouloir salir, c'est ça le Cameroun. Accrochons-nous, on espère sortir des lorgnets très très vite. Merci d'être là, El Hadj. Allez, Louis Bromanga est avec nous ce soir, ça fait un petit moment qu'on n'a pas été ensemble. Vous êtes secrétaire départemental chargé de l'inspection et de l'évaluation pour le MRC. Déjà, c'est quelle fonction? Vous avez le long titre au MRC? Non, s'il s'agit pas... Déjà, merci. C'est toujours un plaisir. Bonsoir aux copanélistes. Aujourd'hui, le Cameroun est en train de passer une nouvelle phase. Et il est important que nous, responsables du MRC, nous puissions éduquer les masses, passer la bonne information. Bon, pour la circonstance, vous m'avez posé une question tout à l'heure de savoir quelle est ma mission. En fait, je suis en charge justement de, comme vous l'avez vu, l'inspection en collaboration avec les communaux. Je travaille avec les communaux, donc les rapports financiers et le développement stratégique sur le terrain. Et je fais également des évaluations sur les axes d'amélioration, sur les points forts, et j'apporte des propositions. Voilà. Donc voilà. Donc tu es sur le terrain. Oui, effectivement. La preuve d'ailleurs, nous étions sur le terrain dans la Meufou Famba cette semaine particulièrement. Nous avons travaillé avec Elecam. Vous savez, la mission que nous avons aujourd'hui, elle est très importante, et nous invitons massivement les Camerounais, surtout les jeunes Camerounais, à devoir s'inscrire sur les listes électorales, parce que c'est à partir de 20 ans, c'est pas à partir de 21 ans. Il faut déjà le dire aux Camerounais, c'est à partir de 20 ans. Et je ne vous cache pas que le souci aujourd'hui, c'est que les jeunes ne sont pas représentatifs. Je voulais seulement vous dire bonsoir. Voilà. Donc, moi aujourd'hui. Bonsoir. Bah écoutez, c'est toujours une façon de dire bonsoir, non, je particulièrement aux jeunes. Sauf que quand on vous tend la main, c'est ça qui est mauvais avec vous. Je l'ai dit, nous avons. Tu as ouvert la vanne, maintenant tu vas entrer tout ton corps dedans et même plus t'arrêter. Écoute, c'est une façon de saluer également, d'interpeller les jeunes. Nous avons le devoir de ils ont compris. Les jeunes, c'est à partir de 20 ans. Voilà. Allez vous inscrire. Donc, allez vous inscrire et nous attendons. Tu vois que le message est passé. Tout ce que tu voulais maintenant développer au-dessus. Si tu le fais à chaque début de l'émission, tu ferais un très grand plaisir. Vraiment. Je fais pour tous ceux qui viennent sur mes plateaux. Merci beaucoup. Mais puis, je vois que vous allez payer même pour dire ça ici. Je n'ai pas dit que tu as une très belle tenue. Hein, merci. Il ne faut pas m'embrouiller. Merci d'être là, Louis Bromanga. Allez, le quatrième et non des moindres, Sylvestre Lebel Niek est avec nous ce soir. Il est entrepreneur. Il est surtout secrétaire général de l'Union des populations du Cameroun sur le plan politique. C'est un bonheur de l'accueillir encore ce soir. Bienvenue. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de Camerounais qui avouent leur bonheur ces derniers temps. J'admire Madame Gessili. Je dis qu'elle est heureuse. Et je partage ce bonheur avec vous, rassurez-vous. J'ai l'habitude de dire que le jour où j'aurai perdu mon sourire, je suis plus sûr que je vivrai longtemps. Je me bats pour faire glisser les problèmes sur mon dos comme un canard. C'est pas facile tous les jours, mais je voudrais pas rendre mes téléspectateurs encore malheureux en me voyant malheureuse. J'ai malheureusement la lourde charge de leur transmettre une énergie plutôt positive tous les soirs, même le jour où je dors affamée.
Et ils doivent sourire à la maison. Donc, c'est une responsabilité également. C'est pourquoi j'ai toujours beaucoup de bonheur à être là. Parce que rien que le fait d'y penser, j'ai l'énergie qu'il faut pour être là. Comment va l'UPC? Il paraît que vous êtes en pleine cohésion et que des préparatifs pour des coalitions se font. Non, moi, je pense que chacun avait ses problèmes. Madame Gessile, j'allais vous dire quelque chose de très bien. Dites-moi. N'ayez pas peur du bonheur. Ah non, j'ai pas peur du bonheur. Je revendique même encore plus de bonheur. Il y a beaucoup de gens qui fuient le bonheur. Ils ont créé un environnement de malheur, ils s'y sont mis, ils ne croient plus. Ils sont ténébreux tous les jours. Moi, je n'en fais pas partie. C'est pour ça que, pour répondre à votre question, je dirais que il n'y a pas une coalition que l'UPC serait en train de créer. Ah non, je n'ai pas parlé de cohésion. Non, il y a non plus, c'est pas un problème de cohésion. Vous savez, l'habitude au Cameroun, c'est qu'il y a des hommes qui viennent sauver le Cameroun. C'est le messianisme. Ouais. Un autre est tellement gâté qu'il faut un autre Dieu pour venir sauver. Nous, on ne croit pas à ça. Ne croyez pas aux hommes forts? Non, nous ne croyons pas au messianisme. Nous ne croyons pas aux sauveurs. Nos leaders, au pluriel, sont parmi nous. Ils ne viennent pas d'ailleurs. Maintenant, pour revenir à votre question, l'UPC a, depuis un certain temps, commencé à discuter, à échanger avec beaucoup d'organisations politiques, syndicats de la société civile. Pourquoi? Pendant que les gens se retrouvent autour des hommes, nous avons choisi de bâtir ce que nous avons appelé un programme minimum patriotique autour des valeurs de la gauche. Il faut que tout soit clair. Qui sont quoi? Les valeurs de gauche. Elles sont la démocratie, étant entendu dans la démocratie, l'état de droit. Elles sont le progressisme, le souverainisme et le respect de la dignité humaine. Voilà les 4 piliers qui guident tous les partis de gauche du monde. Et c'est pour ça que nous avons donc dit, pendant qu'on a l'impression que les gens se retrouvent autour des messies, sans programme politique, au lieu qu'on se retrouve pour nous cogner dessus, on va commencer par co-construire un programme minimum patriotique qui, en réalité, tourne autour de la résolution des problèmes du peuple camerounais. Ça, c'est d'ici de Ruben Oumiobe. Donc, c'est pour ça que le président se retrouve. Et je ne suis pas autorisé à en parler parce que là, pendant qu'on est en co-construction, bien sûr, il n'est pas question que quelqu'un se mette de côté et commence à en parler. Je réponds à votre question pour vous dire, je n'en parlerai pas. Non, je vous demande même pas la personne est en cours de co-construction, elle va se structurer le moment venu. Vous aurez certainement sur votre plateau la personne la plus habilitée pour en parler. Il faut même bien cacher. On ne cache pas. On vous dit qu'on est en train de bâtir le programme minimum patriotique. Tant que ce n'est pas fait, on ne peut pas parler de ça. C'est pour ça. Programme minimum patriotique. J'aime le titre là. Il semble que j'ai un débat dessus bientôt. Tout à fait. Voilà. Programme minimum patriotique. Parce que Oumiobe disait en 57. Non, je voudrais profiter aussi en 57. Que l'UPC n'est pas contre une quelconque collaboration avec les partis politiques. Mais le minimum qu'on leur demande, c'est intégrer une partie ou tout le programme de l'UPC, même si on n'est pas là-dedans. C'est-à-dire, s'il arrive que votre parti, dont je ne connais pas encore le nom, que je vous ai créé, veut travailler avec l'UPC, il suffit d'adopter tout ou partie de notre programme. Même en notre absence, nous vous soutenons. Voilà. Parce que le problème, ce n'est pas nous. Le Cameroun passe avant l'UPC. Le problème, le peuple camerounais passe avant l'UPC. D'accord. Oh, qu'est-ce que c'est beau de le dire ainsi. Hein? C'est comme ça que ça ferait presque rêver les Camerounais. Bon, j'aime quand même presque, parce qu'il y a toujours les sceptiques quelque part. Ah, bien sûr. Qui n'entendent jamais rien. Une fois qu'on l'a dit, tu sais la règle, hein, tu connais la règle, dernier à parler, premier à démarrer. On va donc rentrer en plein fouet dans les sujets qui nous interpellent ce soir. C'est vrai que j'ai voulu inverser, mais j'ai encore réinversé. État civil, parce que ça concerne tout le monde. Ouais. La mairie, tu connais. Les maires sont appelés urgemment à numériser, autant pour moi, les états civils au Cameroun. La question que je me pose de prime abord, hein, est-ce que c'est par là qu'il faille commencer, ou bien il faut même d'abord que les gens aient les actes de naissance, ce qui n'est pas facile en ce moment au Cameroun, et on se demande d'ailleurs pourquoi. L'acte de naissance est un acte d'état civil. Je commence par vous dire que le Cameroun, pas les mairies. Parce que les mairies, c'est prendre le serpent par le milieu. On a, depuis un certain temps, un organisme qui centralise tous les actes d'état civil, que sont notamment l'acte de la naissance avec l'acte de naissance, le décès,
Non, le mariage et le décès. La carte d'identité n'étant pas du domaine, parce que la carte d'identité est la conséquence de la naissance. Donc le BUNEC gère donc théoriquement, enfin pas pratiquement, tous les actes d'état civil. Il faudra, donc si vous avez raison d'en parler, il faudra que le Cameroun pense à autre. Parce que le constat aujourd'hui est que près de 30% des enfants qui naissent n'ont pas d'acte de naissance. Et pourquoi? Parce que dans la conscience populaire, les officiers d'état civil, c'est-à-dire mères et autres confondus, ont fini par faire croire aux populations que l'acte d'état civil coûte beaucoup d'argent. Pourtant, l'acte de naissance ne coûte rien du tout. En principe. Non, je vous dis que ça ne coûte. Moi, en principe, je dis qu'on pourrait faire autrement. Puisqu'on fait autrement sur le terrain. Madame Guesseli, est-ce qu'on doit rester ici pour promouvoir le vol parce que les gens volent? Non. Non, mais il faut au moins dire la réalité sur le terrain. Et c'est ce que je vous dis que les autorités ont fini par faire croire aux populations que l'état civil coûte cher. Ce n'est pas vrai. Je rappelle que l'acte de naissance ne prend même pas le timbre. Ça ne prend même pas le timbre. Ça veut dire que ça prend simplement le temps. Vous accouchez ce que vous souhaitez l'année prochaine à l'hôpital de Biémassi. Je vois que tu es venu sauter trop de choses dans ma vie ce soir. La coucheuse qui vous a accompagné fait la déclaration de naissance qu'elle transfère au centre d'état civil. Pour rien. Le centre d'état civil doit simplement, pas peu, établir dans les délais requis. Avant, il fallait, c'était 15 jours pour déposer la déclaration de naissance chez l'officier d'état civil. Aujourd'hui, c'est pratiquement 6 mois. C'est ça qu'on ne comprend plus. Mais les actes sont passés au-dessus des principes. Et c'est pour ça que tout le monde a peur d'aller vers l'officier d'état civil, peut être maire ou autre chose. Parce que rappelle qu'il n'y a pas que les maires qui sont officiers d'état civil. Et du coup, on se retrouve dans un pays où les enfants n'ont pas d'acte de naissance et donc n'auront pas d'identité. C'est très grave. Maintenant, ça c'est d'abord ce qui est fondamental. Après, parce que la numérisation consiste à garder dans un fichier ce qui existe. Il faut d'abord que ça existe. Mais justement, c'est pourquoi vous savez, le danger dans notre pays, lorsque vous prenez la retraite, vous vous rendez compte que rien n'a été gardé. On vous demande de reconstruire votre propre carrière pour faire votre dossier de retraite. C'est la catastrophe. C'est vrai. Pourtant, vous êtes né, vous avez fait une carte d'identité, vous avez été à l'école, vous avez eu un emploi pour ceux qui n'ont la chance. Vous avez travaillé 30 ans et à la fin on vous dit on ne retrouve aucune trace de votre passage, ni là où vous êtes né, ni là où vous avez la carte d'identité, vous avez travaillé. Et du coup, il faut recommencer et c'est une corvée énormissime. C'est pour ça que je pense qu'il est temps qu'on passe, on ne peut pas à l'ère de l'informatique les utiliser seulement pour nous insulter. Il faut faire les vraies choses. C'est pour ça que votre thème me tient à cœur. Il faut que les actes d'état civil soient numérés. Ça veut dire quoi exactement? Que vous guessez qui est né, je ne sais pas moi, où? À Yaoundé. Si vous perdez votre acte de naissance dans un accident ou parce que la maison a brûlé, ça a déjà été il devrait suffire d'un clic pour retrouver votre acte dans le fichier numérisé, vous aimez bien le terme, et vous en établir un autre. Malheureusement, aujourd'hui, les gens souffrent tellement pour les actes de naissance qu'on avait l'impression que ça c'était organisé pour que les gens ne s'inscrivent pas. Mais je n'y crois pas. En réalité, c'est de l'incompétence et de la corruption. Parce que les gens peuvent s'inscrire avec vous ou sans vous. Les gens peuvent s'inscrire, contrairement à ce que les gens pensent. Ceux qui s'inscrivent, tous les partis font la campagne des inscriptions, non? Nous ne sommes pas sûrs que ceux qui s'inscrivent vont voter Niek ou Aladi. Mais il faut qu'on permette à nos enfants d'avoir des pièces d'identité. Parce que sans acte de naissance, vous n'aurez pas de pièce d'identité. Vous ne pouvez pas travailler, vous ne pouvez même pas vous marier. Et on a l'impression que c'est une rigolade. Et même dans nos villages, personne ne va faire l'acte de naissance. C'est quand l'enfant doit aller à l'école qu'on pense à ça. Et pire encore, vous savez, les écoles primaires du village, et pardonnez-moi de le dire ainsi, ça supporte jusqu'à ce que vous ayez envie d'aller au CPE. Là, le problème se pose. Et du coup, lorsqu'on est bien informé, on prend la procédure normale, c'est-à-dire on refait l'état civil en passant par le juge, qui pour les enfants de moins de 15 ans ne fait pas une audience publique. C'est-à-dire vous avez besoin d'un papier qui atteste que vous n'avez pas d'acte de naissance, ça s'appelle attestation de non-naissance de la souche. Deuxième chose, vous allez vers un médecin qui vous fait un certificat d'âge apparent. À l'époque, vous savez qu'on mettait la main comme ça autour de la tête, on vous disait que vous aviez 6 ans. Aujourd'hui, les médecins ont des techniques. Lorsque vous avez ça, vous avez le juge
qui prend une ordonnance et demande à l'officier d'état civil, ordonne, même pas demande, parce que c'est une ordonnance. L'ordonnance ordonne donc d'établir l'acte de naissance. Ça, c'est pour les plus chanceux qui vont vers la bonne information. Les autres vont quelque part et ils ont l'impression que l'acte de naissance, c'est un bout de papier, on a écrit votre nom, votre date de naissance, vos noms de parents, et on a signé. Non. Et du coup, on se retrouve quelquefois avec les gens qui font les cartes d'identité, c'est pas que c'est l'apanage, hein, qui ne sortent jamais parce que c'est multiples identités ou identités inexistantes. Donc, pour me résumer, vous faites bien d'en parler. Je pense que c'est une mission qu'il faut encourager. Elle devrait même être subventionnée, accompagnée par le BINEC, parce que c'est un travail énormissime qu'il faut faire. Parce que sinon, à terme, on aura un pays où on ne saura pas qui est véritablement camerounais et qui ne l'est pas. Bon, ce qui est assez surprenant, je le dis en me retournant vers Louis Esbron Manga, c'est qu'on a quand même des étrangers qui ont les mêmes actes ici. C'est ça qui surprend un tout petit peu. Les Camerounais ont beaucoup de mal. Même si décrit comme il vient de décrire, ça paraît tellement évident. Moi-même, j'ai expliqué à plusieurs personnes la facilité qu'il y a à avoir l'acte de naissance au Cameroun. Mais pourtant, sur le terrain, quand tu décides d'aller établir ton acte de naissance, c'est un véritable parcours de combattant. On te donne rendez-vous. Puis on te demande 12 000 ici, 15 000 de l'autre côté, il y en a qui vont jusqu'à 25 000. Et puis si un parent, vous le disiez tantôt, est au village et qui n'a pas vendu son cacao ou son manioc ou je ne sais pas moi quoi, il passe s'asseoir à la maison. Bon, il s'est dit un jour, et c'est pourquoi on se retrouve avec autant d'enfants sans acte de naissance au Cameroun. Pas seulement les enfants, même les adultes. Oui, je parle à partir des enfants, parce qu'il faut avoir été un enfant pour finir adulte sans acte. Et je me demande comment ils font pour avancer, parce que bon, peut-être cela ne fréquente pas aussi. Non, ils ont les papiers. Vous savez, les faux actes. Oui, vous savez, on comprend cette situation. Kumba ne peut jamais fermer. Oui, bon, c'est justement cette situation, ça aide beaucoup de personnes. Ça facilite. Non, je veux dire, je n'ai pas dit que c'est positif. Quoi? Pour certaines personnes, voilà, on parle de Kumba, c'est favorisant. C'est péjoratif, il faut enlever Kumba, puisqu'on fait ça désormais partout. Bon, depuis la nuit des temps, vous savez, c'est l'expression qui est consentie. Ouais. Donc on se comprend. Ça n'a rien à voir avec la ville, même si c'est dans la ville. Et tout le monde se comprend. Vous savez, c'est une question très fondamentale. Dans la mesure où, déjà, le Camerounais lui-même, il n'est pas d'abord cultivé. Il n'a pas d'abord la connaissance, la bonne information. Il n'a pas la bonne information. Il n'a pas la culture d'aller chercher la bonne information. Voilà. C'est-à-dire qu'on a mystifié les informations au pays. Tout ce qui concerne l'État, c'est mystifié. C'est-à-dire qu'on sait que non. Ça, c'est déjà une affaire que pour arriver là-bas, il faut l'argent. Même, c'est-à-dire pour retirer un document, signer, certifier un document, c'est-à-dire l'argent est là devant toi. Mais tu te lèves quand même, tu vas voir quelqu'un dehors, tu dis, je fais comment pour avoir la signature. La mentalité. C'est-à-dire, c'est déjà dans l'esprit des Camerounais. À Yaoundé, dit que les actes de naissance, il n'y en a pas. Et il y en a, le problème aussi, c'est que les Camerounais eux-mêmes ne veulent pas. Des fois, il y en a qui perdent. Il y en a qui perdent et qui vous disent qu'ils n'en ont pas. Ils ont eu, ils ont perdu. Et des fois, eux-mêmes, ils ne savent pas où ils sont nés. C'est-à-dire que il y en a qui ne savent pas. Il y a des Camerounais qui ne savent pas. Ça, je préfère vous le dire. Peut-être parce que les parents, s'il y en a qu'on a adopté. Je prends le cas qu'on a adopté. D'autres qui ont grandi avec leur tante. D'autres qui sont orphelins. Et c'est simplement que je suis né, et, disons en quelque sorte, peut-être, on m'a dit que je suis né à Yaoundé. On m'a dit que je suis né. Ils n'ont pas toujours cette information-là. Donc, comment est-ce qu'on peut aider ces personnes-là à avoir la bonne information? Parce que nous avons également le devoir de donner la bonne information. C'est pourquoi j'ai laissé la possibilité à monsieur le maire d'expliquer tous les procédés à l'entame de cette émission. Monsieur le maire a dit quelque chose qui était important. Et moi, ça m'a. Parce que avant de numériser quelque chose, il faudrait déjà qu'on ait un document. C'est pourquoi j'ai commencé par. Enfin, j'ai pris. Le BINEC a parlé de scanner les documents. Ils ont parlé de scanner les anciens actes et autres. Quand j'imagine que nous avons des communes où les actes, les documents sont superposés, entassés avec la poussière. Mais c'est leur boulot, on a décidé qu'ils vont le faire, ils vont le faire. Même s'il y a les tonnes de poussière, vous voulez... La mairie de Yaoundé 6, qui a brûlé je ne sais pas combien de fois. Bon, qu'est-ce qu'on fait à ce niveau-là? Moi, je m'étais renseigné, on m'avait dit que quand c'est brûlé, c'est brûlé. J'étais parti pour demander la souche de l'acte de naissance d'enfant. On m'a dit que la mairie a brûlé.
Donc, je suppose que j'aurai jamais de souche de cet acte de naissance-là jusqu'à sa mort. Ça ne devrait pas être Je ça. dois garder précieusement l'exemplaire que j'ai, parce que au cas contraire, je pense que nous sommes à l'ère de la modernisation. Madame Gessele, si, ça c'est très qu'il aille jusqu'au bout. Vraiment. Vous aurez l'occasion. T'as-vu qu'on m'a dit que c'est brûlé. Non, mais il faut rappeler que ce n'est pas une fois, c'est au moins 2 à 3 fois que je m'abuse. C'était au moins 2 fois que cette mairie a déjà eu à. Si je me souviens bien. Donc quand ça brûle là, avec tous les actes qui ont brûlé là, si c'était, il y a plus de souche. Après, ça peut être aussi que c'est pas seulement les actes, hein, il y a des rumeurs qui disent que d'autres documents. Nous on s'intéresse aux actes aujourd'hui. Même s'ils brûlent les caisses d'argent, moi je pense qu'il a parlé justement de l'incompétence. Et ça c'est énorme. Pourquoi? Aujourd'hui la mairie a la possibilité de pouvoir informatiser sans attendre que l'ordre vienne du haut pour pouvoir faire. On a la possibilité de concentrer ce type d'information et de pouvoir l'envoyer. On a besoin de quoi? D'un serveur et d'un ordinateur et c'est tout. On centralise les informations et on les envoie. Mais au pays, vous savez, quand on sait que ces actes-là sont utilisés pour faire des faux documents, pour favoriser la corruption dans ces pays, c'est normal qu'ils croisent les doigts, ils croisent les bras. Ils ne vont jamais... Donc ton acte de naissance est utilisé pour la corruption? Non, mais les types d'identité, les quadruples identités, ces noms qu'on utilise souvent, non, mais ces noms qu'on utilise souvent dans des documents. Ah d'accord, donc vous voulez dire qu'ils ne veulent pas informatiser parce que tant que c'est manuel, on peut faire le faux pour, si un cousin éloigné de monsieur le maire, par exemple, ou mon cousin éloigné, s'est marié, a eu sa femme à Kumba, après a eu sa femme, et c'est pas, comme il voit que la procédure elle est longue, il se dit ok, il faut que j'épouse une autre femme, il va aller au nord-ouest, il sait que non, à Kumba, ce n'est pas centralisé ni au nord-ouest, il va quitter, il va aller se marier, et on va signer le document. Et il y a des gens qui font ça. Et ça arrange une certaine catégorie de personnes. Et aujourd'hui, on se retrouve là à une incompétence notoire d'un système qui ne veut pas évoluer. Idem parce que c'est une chaîne qui continue jusqu'à l'établissement de la carte nationale d'identité. Je ne veux pas parler même du passeport parce que le passeport même sort un peu plus. Donc, moi, je vais chuter par les propositions. Non, j'arrive. Respire, tu vas proposer. Je suis encore en train de... Je suis même au début de ma discussion, tu es chuter ma place. Laisse-moi évoluer, lui. Hein? J'évolue. Erhard Mariga. Tout le monde veut tout dire, le sujet important. Oui, c'est très important. C'est pourquoi il demande de réserver les propositions. Dès qu'elle finit le tour, vous proposez. Vous savez, ça part vite. Hein, donc, tu veux aussi venir commencer à compter mon timing ici. Parce que je vois que ces derniers temps, j'ai les invités qui aiment contrôler ma pendule. Laissez ma pendule se reposer. Voilà. Viens que je reviens. Calme-toi, j'arrive. Tu ne peux pas tout dire d'un coup. Même le maire n'a pas tout dit. Erhard, ma préoccupation est celle qu'il a soulevée tout à l'heure. Il parle d'une envie, parce que la question de numériser les fichiers d'état civil au Cameroun ne date pas de 2024. Hein. Là, aujourd'hui, on met la pression, on dit les maires doivent. Pourquoi maintenant? C'est vrai qu'il a raison de faire le rapprochement avec la période qui s'y est et que peut-être on se dissocie un système. Mais la problématique aujourd'hui, elle est très simple. Est-ce que finalement on ne tourne pas en rond parce qu'on n'a pas envie, comme il le dit, d'informatiser, parce que les flic-flac là aident tout le monde. Finalement, on a envie de rester dans le fond parce que je ne comprends pas. Depuis qu'Internet est arrivé au Cameroun, on paye trop cher même pour. On n'arrive pas à avoir un fichier. Bon, on a aussi dit qu'on allait numériser vos élections, c'est pas encore fait. Bon, on n'est pas pressé. Je voulais juste te demander si finalement ce n'est pas un projet. C'est-à-dire refuser même de numériser parce qu'au fini, si on le fait, on s'attrape les couilles soi-même. Rosalie, je voulais d'abord te féliciter le grand soir sur cette émission parce que tu fais ce que Ronald Datos a dit, la répétition est la mère d'apprentissage. Parce que là, ce n'est pas la première fois qu'on parle de ce sujet ici. Oui. On est d'accord. Ouais. À force de répéter, peut-être que les Camerounais vont finalement comprendre. Ouais. Maintenant, pour revenir dans le sujet, numériser, c'est une bonne chose. Mais avec qui? Avec les mêmes personnels de mairie là que nous voyons. C'est bien beau de demander au maire
Quand on peine, n'est-ce pas, depuis qu'on parlait de la décentralisation, avec quels moyens? Parce que numériser les actes, a dit il faut prendre tout un pan, n'est-ce pas, du service, il faut l'équiper, il faut recruter de personnel fiable, avec de bonnes moralités. Parce que si c'est avec tout ce recrutement, c'est le maire qui doit venir recruter ses cousins, cousines, qui vont venir continuer avec les mêmes bricoles. Numériser, ce ne sont pas les machines, c'est les hommes qui introduisent les données dans les machines. Mais si c'est avec ce même désordre, nous allons nous retrouver toujours avec le double, triple acte de naissance. Donc, numériser, c'est une bonne chose quand nous voyons ce qui se passe dans d'autres pays développés, où un policier t'interpelle pendant que son camarade avec toi, il entre dans la voiture, il introduit une pièce, tout de suite parler de ta vie. Sur l'ensemble du territoire, il sait que tu es poursuivi, tu as telle amende, tu es ceci, tu es cela. Si c'est à ça qu'on va arriver, ils sont... Bon, moi je me dis, c'est pas tard, il n'est pas tard de faire des bonnes choses. Et nous parlons des actes de naissance aujourd'hui sur beaucoup d'autres domaines. Mais l'acte de naissance, comme les autres, panélistes ont eu à dire, c'est la pièce maîtresse de la vie d'un homme. Cette pièce accompagne l'homme du début à la fin de sa vie. Si on ne peut pas avoir des actes sortis d'un service administratif reconnu, où tu ne peux pas avoir une, deux. Je vous ai raconté la dernière fois, c'est pour ça que je suis revenu dans ma tête. J'ai accompagné un ami, un officier de police, elle a inscrit sa fille, elle a pris rendez-vous avec le proviseur. Nous sommes entrés, on a pris place, la fille est debout derrière nous. Quand il a demandé l'acte, le proviseur demande l'acte. Il se retourne pour demander à la fille, tu es venu avec quel acte? Tu es venu avec quel acte? Quel acte? Tellement qu'elle appelait, avec différents âges et tout. Le proviseur a compris le problème, il a gratté derrière. Il nous a dit non, je comprends. Choisis. Donc, je vous assure. Choisis l'acte que... Nous sommes dans un pays. Donc, le problème, c'est une volonté. Mais il faut donner des moyens, n'est-ce pas, à ce mairie. Et sensibiliser, former des personnels, pas parce que c'est un cousin. C'est-à-dire refaire la tête de ces personnes-là qui vont travailler. Il faut les encadrer, il faut une formation bien, leur expliquer que vous avez la vie de la nation. Vous avez dit là tout à l'heure, c'est vrai. Nous avons des Nigérians, des Maliens, des Guinéens et autres, qui ont la nationalité camerounaise à travers les actes de naissance. Oui, ça c'est la masse là partout avec la complicité des agents de mairie. Même pas les agents de mairie, ils vont là ici, comment on appelle Bonamoussa, où on te remet toutes ces pièces-là. On ne peut pas banaliser autant, n'est-ce pas, un document important qui donne directement la nationalité à des personnes où aujourd'hui, vous voyez, la période des élections comme ça. J'ai suivi quelqu'un sur un plateau qui se vante, nous, on répète, on fait quoi? On attribue, on aide, on prend les gars, ou on part, n'est-ce pas, fabriquer les actes de naissance, oui, la carte d'identité et tout. C'était sur ce... Si vous avez connu l'histoire, n'est-ce pas, au nom du Grand Nord, avec les affaires de Boko Haram, je parlais de ça la dernière fois qu'on était ici, un ami m'a appelé, n'est-ce pas, au nom de doigt, là, pour me taper sur le doigt. Pourquoi toi tu veux me taper sur le doigt? J'ai dit non. Les Ahmed Ouali, sont là, ils ont eu à faire ça là, tout le long. Donc vous voyez, la plupart des gars de Boko Haram qu'on taxe des nourrices et tout, c'est faux. C'est des gars qui ont reçu des actes de naissance comme ça, des cartes nationales d'identité, juste pour grossir, n'est-ce pas, le truc de remplir les urnes avec, qui ne sont pas camerounais. Donc on ne peut pas banaliser, n'est-ce pas, une pièce aussi importante dans la vie d'un homme, pour des raisons juste, n'est-ce pas, électoralistes et tout. Donc, moi je me dis, c'est une bonne chose, il n'est pas tard de penser bien faire, mais encadrer, n'est-ce pas, ce maire et autres, il faut des séminaires et tout. Et que le bureau s'occupe. Si même le bureau peut faire les recrutements et tout ça, chercher à installer, n'est-ce pas, un système informatique qui sera national. Monsieur le maire a dit quelque chose de vrai. Tu n'as pas besoin de te déplacer pour appeler le village, troubler les gens. J'ai besoin, n'est-ce pas, d'une duplicata ou quelque chose, n'est-ce pas, non. Ici, à partir de Yaoundé, on tape, on te remet, n'est-ce pas? Déjà qu'on ne fait plus de duplicata. On ne fait plus de duplicata. On fait. N'est-ce pas? On fait. On fabrique un paquet. Monsieur le maire, il t'a dit ce que je suis allé vivre. Non. Bon, Je vous parle de ce qui est légal. On fait le duplicata où? Je vous explique. Voilà le principe.
si vous perdez votre acte de naissance et qu'on retrouve la souche, on est en devoir de vous faire un duplicata, mais également, on devrait vous faire une photocopie certifiée conforme de la souche. C'est les deux qui vont ensemble. Mais comme les gens trichent, le duplicata est simplement déconseillé, mais pas interdit. Moi, j'ai fait ça tous les jours. Dès que je vois votre souche, je vous faisais la copie certifiée conforme de votre souche, je joignais les deux et ça marchait. Je n'ai pas dit qu'on ne faisait pas. Non, ou bien qu'on a interdit. On n'a pas interdit. J'ai dit que maintenant, on ne fait pas le duplicata. On devrait pourtant. Je suis en train de donner une information, monsieur le maire. Ce n'est pas un débat. S'il vous plaît. On fait. Ouais. Vous voyez qu'on revient. S'il vous plaît. On revient au problème de l'information. C'est ce que je dis. Moi, je ne dis pas qu'on m'a dit. À l'hôtel de ville de Yaoundé, c'est là où il y a les gens qui sont nés depuis, non? On ne fait plus, c'est l'information officielle. Ce qu'on te fabrique là-bas coûte combien là? On sort ce que tu as dit là, la photocopie ou machin de ton laptop. Après, il y a une foule de papier. C'est un gros bloc comme ça qu'on te remet. Et ça a une durée. Après, tu reviens encore faire. Voilà ce qu'on fabrique désormais au Cameroun en lieu et place du duplicata. C'est une information. On ne fait plus les duplicata. On fabrique ce que je t'ai dit là. À la place, tu marches avec ton bloc. Le jour où ça périme, tu repars faire. Merci beaucoup. Regardez-moi bien. Ce n'était pas de ce que j'ai vécu, pas qu'on m'a dit. Donc, c'est une information. Si ça peut aider certaines personnes qui tournent en rond. Ça varie selon les communes. Chaque commune visiblement. Non, maintenant dans les communes, vous ne comprenez pas. Je suis en train d'expliquer quelque chose. Les enfants qui sont nés aujourd'hui, là, il y a les communes. On les communes, non. Hein? Ils partent là où ils sont nés. Avant, quand on naissait, il n'y avait que l'hôtel de ville. À Yaoundé, l'hôtel de ville. On s'est compris. Voilà. Donc, on n'a pas le même problème. Nous, de l'hôtel de ville, on sait. Voilà. Donc, ceux de l'hôtel de ville se reconnaissent. Mais il faut préciser l'hôtel de ville 2. J'ai dit que c'est valable dans les hôtels de ville. J'ai bien précisé. Je crois qu'elle précise bien ce qui que il faudrait aussi que les spectateurs comprennent de quoi il s'agit. Non, ce n'est même pas. Je suis en train de dire, je parle français. J'explique que avant qu'on ait cette commune ici, c'est à Douala ou c'est 6 ou à machin, on n'avait qu'un seul lieu où on amassait, où on partait faire. Hein? C'est qu'on appelle maintenant mairie de ville. Donc c'est là-bas qu'on retrouve donc tous les actes de naissance qui ont existé avant qu'on ait cette commune. On dit donc on ne fait pas. On ne fait plus parce qu'on faisait avant. On ne fait plus. Maintenant on te fabrique l'histoire que tu dis là et ça donne de l'argent. Et c'est un gros bloc. Je vais te montrer. Tu vas voir avec tes yeux. Parce que je ne dis jamais ce qui n'est pas vrai à l'antenne. Maintenant que j'ai fini avec l'information, je peux avancer. C'était juste pour dire aux gens que gardez précieusement vos actes de naissance au Cameroun en ce moment. Parce que si tu perds ton acte, suppliez même les bandits, quand ils tirent ton sac, tu dis que papa, redonne-moi d'abord l'acte qui est à l'intérieur et puis pas avec ça. Parce que ça devient très compliqué d'avoir le duplicata qu'on sortait simplement dès que tu avais ce genre de problème. On sort plus. Si on trouve la souche, effectivement. On trouve la souche et on te montre. Ce n'est pas que tu n'as pas vu ta souche. J'ai vu la souche et que voici ça. C'est pas que ça n'existe pas. Mais on ne fait pas le duplicata, monsieur le maire. Non, pour ça, c'est vrai. On ne fait plus le duplicata. C'est une information. Monsieur le maire est surpris. Moi, ça m'inquiète parce que... Non, ça ne devrait pas vous inquiéter. Pour l'instant, ce n'est qu'une information. Révérend, je suis avec toi. C'est bon, tu vas respirer. En tout cas, 2025 arrive à continuer. Regardez vos élections pour 2025. Ça ne date pas... C'est pas cette année. Cette réalité-là, c'est parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé. On aura l'occasion d'en parler. Qu'est-ce qu'on a? Ça revient sur la table aujourd'hui parce qu'il y a la question de 2025 ne change pas l'administration camerounaise, malheureusement. Si les corrompus, ça la corrompu. Voilà. Dans cette question de duplicata, ça fait peut-être 2-3 ans qu'on n'en fait plus. Non, c'est un endroit. J'ai bien précisé ce qu'il y a. L'hôtel de ville, j'ai compris. Maintenant, dans les mairies, ils jouent un peu. Parce que, non, ils comprennent ce que je veux dire. Ils jouent un peu. Ça veut dire que si tu payes bien, ils peuvent jouer un peu. Parce que les actes sont oui, il faut dire la vérité. Pour les téléspectateurs, c'est la corruption. Ce n'est pas légal. Il faut le préciser. Ils jouent un peu parce qu'ils ont encore tous les documents à leur niveau. Pour ceux qu'on a à rassembler les documents à l'hôtel de ville, c'est mission impossible. Tu vas venir payer, repayer jusqu'à ta mort.
Donc le système de pointage est installé. Il n'y a pas moyen de contourner. Monsieur révérend, je suis avec toi. Donc moi, je suis déjà entré dans le moule du pointage. Je pointe seulement et pas donner l'argent. Le jour où il va arrêter de donner l'argent, mon acte va devenir caduc alors que c'est mon acte. C'est compliqué, hein? Oui, je fais partie des gens qui ont perdu les actes de naissance. Rosalie, j'ai patiemment attendu que la parole puisse parvenir jusqu'à moi. Prends pas le temps que tu veux. Si il y a beaucoup de choses que tu as entendues et qui t'ont inspiré. Donc vas-y. Sauf que cette discussion était importante parce que, tu vois, on est nombreux comme ça, chacun a son information. Et au finish, quand tu arrives... la bonne information tout à l'heure aussi. Quand tu arrives... Oui, quand tu arrives devant ceux qui n'ont pas d'infos, on les utilise et puis on les frappe. Je préfère dire comme parce qu'ils comprennent mieux au quartier. On les escroque et puis ils rentrent et ils n'ont rien. Donc il faut les aider. Surtout que l'acte est devenu le diamant. Ben, je crois que tout a été dit. On va juste appuyer un tout petit peu. Appuie. En insistant sur le fait qu'il faut pouvoir établir les actes de naissance, parce qu'en fait, lorsqu'on dit numériser, on pourrait dire encore scanner, comme Lucesbon l'a dit. En fait, numériser... Stocker dans un fichier numérique. C'est-à-dire que prendre ce qu'on appelle analogique, dans le normal, et le rendre numérique. Le stocker. Voilà. Maintenant, on ne va pas stocker ce qui n'existe pas. Voilà. Et puis, moi, j'ai un questionnement quand même, je suis un peu embêté. C'est vrai qu'il faut commencer quelque part. Mais pourquoi est-ce qu'on s'attarderait aujourd'hui au Cameroun à dire numériser et ne pas simplement dire une fois digitaliser? Parce que, oui, non, je vais établir une petite différence quand même, plus ou moins, pour dire, nous avons parlé d'Internet, nous avons parlé d'informatique. Numériser, c'est faire une copie d'un document qui existe. Mais faire une copie, on va dire qu'on va garder dans un stockage qui n'est pas physique. Dans un fichier numérique. Voilà. Maintenant, on pourrait faire mieux en faisant directement des actes de naissance numériques et non numérisés. C'est pourquoi je parle de digitaliser. C'est-à-dire, on pourrait... Bon, moi, j'avais fait une expérience à Douala. Et puis, je ne sais pas si ça a continué ou ça s'est arrêté. Mais je me rappelle, mes deux premiers enfants, j'ai eu un enfant en 1998, qui a eu connu ce tas de naissance qu'on continue à remplir à la main aujourd'hui. Le fichier qui, le papier, tout long là, qui sont dans un registre, tout long comme ça et tout. Et puis, lorsque le deuxième est né 3 ans après, en 2001, la mairie où nous sommes allés établir la naissance ne nous a pas donné ce papier long que tout le monde connaît, mais nous a donné un papier sous format 4, mais qui était cette fois-là saisi à la machine, pour ne pas dire simplement donc numérique. Et pour le retrouver, il fallait aller taper sur la machine, ne serait-ce que le nom ou la date de naissance, et puis la machine vous ressortait le document. C'était à Douala premier, en 2001. Il testait seulement. Et nous nous sommes dit, le Cameroun évolue. Et nous sommes en train de passer à une autre étape. Bientôt, on va sortir de ces fouilles incessantes qui nous soutirent autant d'argent parce qu'on dit qu'il faut aller fouiller dans un lot de papier pour retrouver votre document. Pour trouver, voilà, on va en sortir bientôt parce que ce ne sera plus ce vacarme-là ou bien cette pile de papier, mais dans une machine, on pourrait interroger et on va avoir le document. Jusqu'aujourd'hui, de mes 6 enfants, c'est le seul qui a un papier pareil. Tous les autres se sont retrouvés dans le même scénario. Et à un moment donné, c'est une fille, elle a l'impression que son acte n'est pas régulier, que son acte n'est pas normal. Et quand bien même elle présentait son acte à l'école, pour les dossiers que nous connaissons, elle avait toujours ce même problème. À un moment donné, même on lui a demandé d'où sort ton acte là. Il n'est pas normal, c'est un faux acte. Donc, parce que c'est quelque chose d'incompréhensible à l'heure où nous sommes. Et ça revient à ce problème de numérisation ou de digitalisation également de nos élections. Il y a des choses qui se font, mais qui se font quand on a envie de le faire.
j'allais j'allais à l'ouest, par voiture, sur la route de l'ouest, il y a quelques jours, et je suis tombé sur un contrôle de prévention routière. Et j'ai été émerveillé, il faut le dire, quand c'est bon, il faut dire c'est bon. Il ne faut pas toujours dire négatif. J'ai été émerveillé de constater que les agents de la prévention routière, à partir de leur téléphone, pouvaient interroger le document que tu leur présentais. Quand ils te demandent par exemple ton certificat de visite technique, la carte grise et autres, ils pouvaient, à partir de leur téléphone, interroger le document que tu leur présentais et te dire si ce document-là est vrai ou faux, s'il est juste ou non. Et à partir de ce téléphone également, ils pouvaient te donner même des informations que tu ne les as pas données parce qu'ils ont toutes tes informations sur le téléphone. Ça veut dire qu'il y a un système d'information, pour ne pas dire informatisé, qui leur permet de travailler à distance. On n'est plus obligé d'être collé à un bureau, on n'est plus obligé d'être collé sur une chaise devant une machine, mais à distance, par le lien du système qui a été déployé, on peut avoir les informations. Mais la curiosité a été poussée un peu plus loin. C'est ça de constater que le premier qui m'a interrogé a eu le toupet de me dire que mon véhicule n'a jamais été immatriculé, que ça n'existe nulle part dans leur répertoire, dans leur fichier, alors que j'ai une carte grise, j'ai une plaque d'immatriculation CEMAC, comme on dit, les plaques numéralisées. Et puis le deuxième agent qui était assis sur une table un peu plus loin a donné une information tout à fait contraire, jusqu'à me remonter la date où j'ai fait ma dernière visite technique. Il avait les informations. Et les informations qu'ils ont te ressortent même la photo de ton véhicule, le jour où tu as fait la visite technique et tout. Donc vous voyez que même quand on veut faire des choses bien, notre mode de vie, notre mode de fonctionnement camerounais, tellement englué dans l'irrégularité, tellement englué dans le fond, la malfaçon, parce que ça fait vivre beaucoup de gens, comme quelqu'un disait encore ici, on arrive toujours à torpiller. Voilà un système qui est fait pour que ça puisse aider la société à fonctionner, et j'allais dire à vive allure, parce que c'est une vitesse autre que d'avoir ces informations comme ça. Mais on arrive quand même encore à torpiller ce système et à y introduire des faussetés parce qu'on a des agents qui sont pas normaux et qui refusent de s'aligner sur la justice et la justesse des choses. Donc, on peut comprendre pourquoi numériser tarde à venir. Parce que justement, quelqu'un a dit ça tout à l'heure sur le plateau, avec quel agent allons-nous numériser? Si c'est avec les mêmes personnes qui vivent du système actuel, qui s'y sentent bien et qui y sont bien englués, qu'on veut aller passer d'un système à un autre où ils sentent qu'ils vont perdre, mais ils ne vont jamais laisser que ce système s'installe. Ils ne vont jamais laisser. Et c'est ça ce qui a lieu de craindre, c'est ce qu'il y a à craindre. Donc on est en train d'appeler à une numérisation qui pour vous, en fait, c'est le feu de paille, c'est pas voulu. Il faut justement qu'on prenne tous les tenants et aboutissants et que ce système soit vigoureusement quadrillé, et j'allais dire avec des personnes nouvelles. C'est-à-dire, pourquoi pas, je me jette comme ça à l'eau, pourquoi pas le Bénin qui veut promouvoir ce système? Pourquoi pas mettre des équipes? Ça prendra le temps que ça prendra, mais il faut commencer et il faut prendre le temps également pour faire des choses et les faire bien. Pourquoi pas mettre sur pied 1, 2, 3 équipes mobiles qui iront de commune en commune s'asseoir, prendre peut-être 3 mois, 6 mois dans cette commune pour numériser tout ce qu'il y a dans cette commune. Et dès qu'on sort de là, on sait que ok, cette commune est numérisée et à compter de maintenant les documents que cette commune va établir, on n'aura plus tel problème, parce qu'on les force désormais à travailler dans tel système. Et ensuite, on y va. Si ça nous prend 3 ans, ça nous prend même 5 ans, où est le problème? Il faut commencer quelque part. Et il faut se donner le temps de faire les choses qu'on veut bien faire. Parce que nous nous rendons compte que si c'est avec les équipes qui sont là, on risque de tourner en rond. Et on risque de lancer comme ça le pavé à la mare pour qu'il soit englouti et qu'il s'enfonce et qu'on ne le retrouve plus. D'accord, je prends également vos 2 propositions parce que les 2 autres ont déjà proposé c'est vrai les solutions en 1 minute. C'est possible. Ouais, je voulais revenir sur le drame qui s'est passé à Yaoundé, ce qui peut se passer ailleurs.
Et surtout pour les adultes qui peuvent leurs actes de naissance. La loi a tout prévu. Même si le Cameroun brûle entièrement, nous pouvons reconstruire nos actes de naissance. À travers ce que je vous ai dit tout à l'heure. Oui, c'est pas ça le problème. Allez, on parlait C'est de pas un justice et refaire l'acte de naissance avec la main comme ça. Je vous ai dit, on a la preuve qu'une mairie a brûlé, donc vous ne pouvez pas avoir la souche. C'est le cas FME par le maire. Le médecin d'à côté fait une certificat d'âge apparent. Et puis le juge fait le reste. Et c'est gratuit. C'est totalement gratuit. Donc le médecin là qui va te faire le certificat d'âge apparent, il fait gratuitement. Il doit faire gratuitement. Est-ce qu'il fait alors gratuitement? Moi j'en sais rien. Moi peut-être parce que je suis... Tu es maire. Non. Tu es monsieur le maire. Je suis difficile à faire corrompre. C'est vrai, hein? Bon, les autres alors ne sont pas pareils. Non, vous savez, pour qui est corruption, il faut un corrupteur et un corrompu. En fait, il faut que le corrupteur refute la corruption. Après, il rentre sa Moi, je peux vous rassurer d'une chose. Je n'ai jamais donné 5 francs à un policier par contrainte. Chaque fois que vous m'interpellez, d'abord, c'est pour ça que j'ai beaucoup d'amis en route, parce que je roule beaucoup. Mais ils vérifient les papiers et me disent, bon, monsieur le maire, vraiment, si vous avez une minute, on vous offre une bière. En fait, c'est une invitation à m'offrir une, et moi, pour que j'en donne 10. Et ça marche, il n'y a pas de problème. Mais je voulais revenir seulement sur vous, madame Guessenia. Vous venez de dire que les duplicata ne sont pas faits. Dans une mesure, c'est vrai. Mais je vous jure que c'est inacceptable. Lorsqu'on retrouve votre souche, on doit vous établir un duplicata. Je dis bien on doit. Mais comme il y a beaucoup de faux, parce que le duplicata était devenu une façon normale de faire les actes, c'est pour ça qu'on exige que sur le duplicata, il faut joindre donc la copie certifiée conforme de la souche pour prouver à celui qui va obtenir ces papiers que ça a été fait sur la base de la souche qu'on a retrouvée. Il faut le dire. Maintenant, en termes de proposition, je vais dire que c'est une gageure que de numériser. Moi, je suis d'accord qu'il faut numériser. Mais on peut également aller plus vite. Il faut, première chose, interdire que les enfants naissent en dehors des centres de santé reconnus comme tels. Parce que tant que les enfants vont naître entre les mamans, je sais pas, dans les maisons et machin, et puis continuer à vivre. Comment interdire cela, monsieur le maire? C'est très difficile, hein, monsieur le maire. Non, vous ne comprenez pas ce que j'ai dit. Il y a deux façons d'interdire. Je ne dis pas de prendre une loi interdisant et de le mettre en dispositif de manière que ce ne soit plus possible. C'est-à-dire, si tous nos centres de santé, CSI, CMA et autres fonctionnaient, il y en a partout. À la maison, permettez. Moi, je suis pas dans le négativisme. Non, on n'est pas négatif. Écoutez-moi jusqu'au bout. Je dis ceci. Si les différents centres de santé installés dans nos villages fonctionnaient, aucun enfant ne naîtrait hors de là. Vous n'avez aucun intérêt à faire naître votre enfant à la maison en courant le alors qu'il y a un centre de santé à côté qui est équipé. Les enfants qui naissent à la maison, c'est pas par la volonté des parents d'accoucher à la maison. C'est ce que je veux dire. C'est souvent. Vous comprenez ce que je dis à la fin? On a compris. Non, vous n'avez pas compris. C'est plutôt que l'enregistrement, les établissements de cadre. Vous n'avez pas compris. Souffrez d'écouter maintenant pour comprendre. Je dis ceci. Nous avons un centre de santé n'est pas un bâtiment sur lequel on a écrit centre de santé. Un centre de santé, c'est un bâtiment, des équipements et des hommes qui y travaillent. Et on en a beaucoup, sans les hommes, sans les équipements. Si tous les centres de santé étaient équipés, les enfants ne naîtraient pas à la maison. Même si tu nais à la maison, on t'amène immédiatement au centre de santé pour ta survie. Dans ces conditions, il faudra commencer par numériser la déclaration de naissance. De manière que lorsque le maire n'a plus son document, on puisse retrouver vos traces là où vous êtes né. C'est ce que je dis. Après maintenant, le document numérisé, il faut qu'il soit fait. Parce qu'on doit marcher avec son acte de naissance. Dans tous les pays du monde, il y a des actes physiques. Mais il faudra que lorsque vous ne l'avez plus, quand on retrouve là où vous êtes né par un clic, ou n'importe où, si vous avez même un numéro, par un clic, il faut le faire. Et ça ne peut pas durer autant de temps. Je vous prends un exemple. L'organisme, il y a la francophonie qui a offert aux communes du Cameroun un logiciel de gestion comptable. Simba. Ça s'appelle Simba. Ouais. Ça a été déployé en très peu de temps et ça fonctionne. L'avantage de Simba, c'est que si vous avez enregistré des données, si vous les changez, vous n'allez pas effacer ce qui était là avant, de manière qu'on va toujours voir ce qui était là avant et ce que vous avez effacé. C'est ça le problème. Donc la réalité, c'est que ce n'est pas ça qui est compliqué. Il y a un problème, je ne vais pas dire de volonté, mais de paresse de la volonté politique. C'est la paresse. Ça veut dire que les gens,
Sur ce plateau, on a l'impression que fatalement ça ne marchera pas. Le Cameroun est comme ça. Non, c'est pas ce qu'on a. Non, ça peut marcher. Il suffit d'avoir la volonté Mais ça marche et d'y mettre des moyens. Pas chez nous ici. C'est ça. Lorsque vous êtes né en France, par exemple, On ne vante rien. vous avez une acte de naissance en main. Mais si vous le perdez à n'importe quel point de la France, dans n'importe quelle mairie, si vous avez le numéro, on fait par un clic. Le document apparaît. Monsieur le maire, je voudrais sous votre contrôle vous demander ceci. Madame Gessela a refusé. Je chute en vous disant. C'est sur votre parole que je veux vous relancer. Est-ce qu'il n'y a pas de souche à la justice? Est-ce que lorsqu'on prend ce registre-là, quand on établit ce acte à la main, est-ce qu'il n'y a pas une souche de cet acte établi à la main lorsqu'on a enlevé la souche des parents? Il y a tellement de souches. Est-ce qu'il n'y a pas une souche qui va à la justice? Je vous explique. Je pose la question. Les registres d'état civil partent du BUNEC, arrivent dans les centres principaux d'état civil aujourd'hui, qui amènent ça à la justice pour le paraf. On paraf d'abord. On vous remet et le tunnel ne reste avec rien, sauf les numéros. Lorsque ça rentre chez vous, vous établissez l'acte de naissance, lorsque vous avez fini un registre, la loi vous impose pour le centre de santé, le centre de santé secondaire, de ramener vos registres au centre principal. Et pour les autres, au BUNEC. Mais vous devez, c'est ce que la loi prévoit. Vous devez avoir la preuve que vous avez établi un acte, c'est-à-dire n'importe comment, puisque le gros registre là, un acte de naissance c'est 3 feuilles au moins. L'acte de mariage c'est 9. Vous avez toujours un avec vous. Donc si on numérise, il est possible qu'on ait toujours les mêmes problèmes. Mais il faut également garder la version solide que le détenteur a avec lui. C'est lorsqu'il ne l'a pas qu'on tombe dans le fichier pour questionner et retrouver. Donc c'est faisable. Je peux vous rassurer que si on confie ce travail aux ingénieurs informaticiens camerounais, ça ne peut pas dépasser 2 mois pour mettre. D'accord. On ne fait pas parce que ça va leur donner de l'argent. Et nous ici, on veut dominer les gens en les rendant pauvres. Parce qu'un ingénieur qui va construire un système, qui va sortir l'état civil du Cameroun dans la rudimentarité, ça peut devenir quelqu'un et on n'en veut pas. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a une paresse politique qui bloque tout. Pourtant, c'est des choses humainement faisables. Ce n'est pas lié aux élections. Hein. Je rappelle que dans les titres fonciers, c'est la même chose. Dans les permis de conduire, c'est la même chose. C'est partout. Parce que il ne faut pas lier ça aux élections. D'accord. C'est la paresse politique. Avant de vous laisser apporter vos propositions, j'étais en train de lire justement officiellement les 3 méthodes pour pouvoir récupérer son acte qu'on appelle reconstitué. La procédure judiciaire, non, je commence par la procédure non judiciaire, celle dont je parlais tout à l'heure. L'usager devra se rapprocher du centre d'état civil principal, mairie ou du centre d'état civil secondaire au sein duquel son acte de naissance a été établi et demander à voir la souche. Si la souche existe, il lui sera délivré une copie certifiée de son acte de naissance qui renouvellera chaque 3 mois. C'est maintenant comme ça. Au cas où la souche n'existe pas, on continue maintenant étape 2. Ça veut dire que c'est le renouvellement là. C'est maintenant comme ça. C'est plus qu'on va te faire le duplicata, tu pars. On prend, on te fabrique. Il y a la souche dessus, hein. On a copié, on a fait là. Mais il y a d'autres papiers qui sont joués. Après, on a graphe. Chaque 3 mois, tu vas venir donner le... Voilà ça que je suis en train de te dire. Tu dois dire anti-Zamba. C'est officiel. Je suis retourné dans l'étude des notaires et tout pour expliquer. Deuxième procédure, parce qu'on est également là pour éduquer. Procédure judiciaire. L'usager demandera à ce qu'on lui délivre un certificat de non-existence de la souche dans le centre d'état civil principal ou secondaire au sein duquel son état civil a été établi. Se rapprocher d'une formation sanitaire, hôpital pour la plus proche du domicile et demander un certificat d'âge apparent, c'est ce que vous êtes en train d'expliquer. Rédiger une requête motivée à adresser au président du tribunal territorialement compétent, à laquelle vous mettez en annexe les certificats de non-existence de la souche et d'âge apparent. Muni de la copie grosse du jugement et du certificat de non-appel, rendez-vous au centre d'état civil principal ou secondaire, vous avez dûment acquis le certificat de non-existence de la souche, présentez-le à l'officier d'état civil et votre acte de naissance sera établi. Tout à fait. Tout ce parcours. Oui, il fallait bien l'expliquer comme ça. Parce que quand il a dit, mais il a résumé ça, c'était doux. Là c'est violent. Quand on lit comme ça, c'est violent. Là c'était doux, hein. Il ne pas ça vous que c'est fan, non? Bon, j'ai payé pour ce qu'elle te dit là. Je pense que. J'ai payé 13 000. Je le dis à la télé. Monsieur le maire,
nous ne sommes pas négativistes. Il faudrait que... Voilà. Les propositions pour sortir. Permettez-moi. Pour répondre pour les propositions, je voulais dire ceci. Le point, la limite par rapport à votre cas. Non, mon cas n'est pas... Par exemple, je veux juste une parenthèse. Est-ce que, monsieur, mais si par exemple, elle a... Comment vous posez la question? Si elle a par exemple des informations qui lui permettent déjà d'établir son lieu, sa date réelle de naissance. Par exemple, un diplôme. Elle peut avoir égalé l'acte de naissance et elle a par exemple le diplôme de BPC ou baccalauréat ou licence et autres. Est-ce que ces procédures-là ne sont pas assez longues? Ça, c'est juste une interrogation. Non. Parce que pour quelqu'un qui a appelé à ces informations, ce serait plus facile de avec pouvoir l'établir. Attends. Non, il est en train de suggérer, ce n'est pas un débat. C'est un débat, je comprends. Vous avez parlé d'âge apparent, ça c'est pour les personnes. Pour moi, je pense que c'est pour les personnes qui n'ont jamais eu à faire des cas. Non, dont on ne trouve aucune souche. Mais si Vous avez un document qui atteste de votre âge, il n'y a pas de... Ah d'accord, voilà, merci, très bien. Dit, si j'ai un document qui atteste. Je viens de lire. La procédure non judiciaire. La procédure judiciaire. Bon, toi, tu vas prendre encore revenons sur la proposition. À quand date le dernier recensement de ce pays, le recensement national? Voilà par exemple une des premières solutions qui pourrait nous aider à mieux résolver le problème d'établissement des cartes d'actes de naissance. Comment ça? Pourquoi? Je m'explique. Si lorsqu'on fait un recensement, par exemple, ça nous permet d'avoir... On recense qui? Les citoyens camerounais. Lesquels? Qu'est-ce qui fait la citoyen d'un homme quand on retrouve au quartier? Lorsque ces agents descendent, ils ne demandent pas de présenter votre acte de naissance. Ils ne demandent pas. Et ça se fait, j'ai assisté à ça. Ils te posent la question, ils demandent que combien de personnes, si la personne n'est pas là, on demande aux voisins que combien de personnes... Pose des questions, vous répondez, et une note. Combien de personnes vivent dans cette maison? Il y a combien de personnes d'âge de 5 ans, d'âge de 8 ans, donnez un peu l'âge. Ils donnent ces âges-là. À partir de cette base déjà, on comprend que si depuis un moment on n'a pas eu à faire un recensement national, ça veut dire que il n'y a aucune volonté. Nous, on court dans le sac. Oui, on est la relation entre le recensement et le problème du date d'établissement dans la naissance. Non, le problème, je dis ceci. Lorsque un gouvernement ou alors un système ne veut pas centraliser les données qui sont importantes comme des données qui concernent sa population, ce n'est pas l'acte de naissance qu'il va vouloir le faire. En fait, il n'y a pas de proposition, c'est bloqué. Non, qui a dit à M. Manga qu'on a besoin juste d'un ordinateur et d'un serveur? Même en numérisant les actes, le faux existera toujours. Ce sont les hommes qui inséreront toujours les noms dans les machines. C'est Julien depuis Yaoundé. Numériser ou digitaliser suppose des préalables. L'électricité sera-t-elle disponible dans les 4 coins de ce pays? Si les maires sont payés pour le travail qu'ils font, que gagnent les officiers d'état civil des centres secondaires? Gabi depuis Mimboman. C'est les vraies questions. Bonsoir, la dame a raison. Ils font l'attestation d'existence. Voilà quelqu'un qui est passé comme moi. Ils font l'attestation d'existence de la souche d'acte de naissance et joignent cela à la photocopie de la dite souche. Et tu reviens chaque 3 mois. Non, tu n'as pas encore crié. Je te dis que le pays va mal. Bonsoir à vous. Je veux savoir, au village, on ne fabrique pas les papiers pour établir l'acte. Qui on doit condamner, le secrétaire ou le maire, pour que c'est le bas peuple qui doit subir? Je vous remercie. Condamnez qui vous voulez. Nous, on vous donne seulement l'information. Bonsoir, madame. C'est un problème très simple. Il suffit d'acquérir un faisceau Internet pour que tous les centres d'état civil soient interconnectés, à l'instar des structures bancaires. Partout où vous vous trouvez, vous pouvez consulter votre compte. Comme vous revenez à tout ce qu'ils ont dit ici, volonté. Problème de volonté. Bonsoir Rosalie, il faut poser également le problème des extraits de casier judiciaire, ça arrive. Qui se font toujours dans le département des naissances. Ah oui, j'ai déjà reçu cette demande en quantité. Je vais programmer. C'est pénible car vivant à Yaoundé et né à Garoua, il faut effectuer le déplacement. Le Binec là est une grosse blague. C'est Mouli depuis Yaoundé. Bonsoir Rosalie. Les maires qui sont aujourd'hui appelés à numériser la production de l'acte de naissance n'en veulent pas. Les ingénieurs de l'IAI ont travaillé sur un logiciel qui crée le lien entre l'hôpital et la mairie. Oui, je me rappelle. Voilà. Malheureusement, comme d'habitude, lorsqu'ils se sont rapprochés des maires et des hôpitaux, ils se sont vus adresser une fin de non-recevoir. C'est Eugène depuis Bafoussam. Est-ce que ça se passe au niveau des maires?
Bonsoir madame et à tous les invités. J'ai un ami qui a fait un acte sans souche, donc faux, dans lequel il a diminué son âge pour faire un concours. Ayant eu des enfants dont les informations figurent dans les actes de ses enfants, comment faire pour valoriser son nouvel acte qui n'a pas de souche? Merci. Donc tu vas nous demander de t'aider à faire le faux. Trop drôle. Bonsoir madame, monsieur le maire en passant a évoqué un problème très important. On ne peut pas demander à un vieillard de 60 ans de reconstituer lui-même sa carrière alors que son administration devrait lui fournir toutes les pièces de son dossier. Tant que l'État ne met pas en place une véritable politique de gestion documentaire, le développement n'est pas pour aujourd'hui. L'on passe beaucoup de temps à rechercher les documents qu'à traiter les dossiers et l'on piétine. La numérisation est indispensable. L'agent de service devrait retrouver l'information juste après un clic. Les manas depuis Yaoundé. Bonsoir Rosalie et le panel, que le monsieur en chemise, ce que le monsieur en chemise dit est vrai. À Douala Premier, ma fille venait de se marier dans cette mairie et l'acte qu'on leur a remis était sur format A4. Olinga, depuis Yaoundé Source, il testait maintenant sur l'acte de mariage. Bonsoir la Big Rece nationale et bonsoir à notre panel du 17h. La numérisation de l'état civil, on dirait que dans le Cameroun, il y a un autre Cameroun. À la naissance de mon fils, j'ai établi l'acte de mon enfant à la mairie de Douala 5. Il était numérique. Mais au moment de faire les dossiers pour la CNPS, je suis allé au centre d'état civil de Makepe qui dépend de la mairie de Douala 5e. On a refusé de me servir au prétexte que l'acte numérique ne les concerne pas. Ils ont rejeté l'acte de l'enfant comme un papier non reconnu disant que je parte où on m'a fait ça et donc j'étais obligé de retourner à la mairie pour qu'on puisse me faire une copie. Si le centre d'état civil d'une mairie rejette un papier qui vient de cette mairie, qu'en sera-t-il si je me retrouve dans une autre ville? Serais-je obligé de revenir à Douala 5e comme on le fait avec l'extrait du casier judiciaire? Joseph depuis Douala. Aïe. On va au Burkina Faso. Ouais, madame, les boucles d'oreilles de type oriental nous viennent des Émirats Arabes Unis. Madame, sujet important, par contre, je me pose la question seule de savoir quel recensement des populations les autorités ont effectué pour savoir qu'il y a environ 7 millions de Camerounais qui ne possèdent pas d'acte de naissance. Au lieu donc de mettre l'accent sur l'établissement de cette pièce, c'est dire faciliter les mécanismes d'obtention. On fait de grandes rencontres pour parler de numérisation, commencer par recruter les agents de santé communautaires qui passeront de maison à maison pour que toutes les femmes enceintes aillent pour la consultation prénatale, accepter à accoucher dans un centre de santé le plus proche et enfin un mécanisme de dépôt de déclaration de naissance à l'état civil. C'est un début au lieu de mettre la charrue avant les bœufs. C'est Paul depuis Ouagadougou. Bonsoir au panel. Je veux bien connaître si la numérisation va concerner nous les vieux fédéraux. Ou alors, comment allons-nous faire pour retrouver nos souches qui ont été brûlées ou nos eaux, ou alors emportées par les inondations ou rongées par les termites? Pardon, expliquez-moi un peu ça entre-temps. Bonsoir particulier à toi, Rosa. Franck de Bokito, je pense que tu as écouté tout ce qu'on s'est dit ici entre-temps. Hein, ça a répondu également à ta question. Ma bien-aimée Rosalie, en 2000... je vais prendre par le début. Hein. Bonjour, ma bien-aimée Rosalie. Le régime Biya a tellement fait du mal au Cameroun et aux Camerounais à un niveau insoupçonné. Ma bien-aimée, la dette intérieure du Cameroun avoisine 3700 milliards de francs CFA, soit plus de la moitié du budget du Cameroun. Ma bien-aimée Rosalie, le Cameroun est un pays bilingue. Mais M. Biya, Niato encore Cavaillé ne communique pas en anglais. Puis, aucun de trois n'a jamais utilisé un ordinateur et tu parles de numérisation ce soir. Ma bien-aimée Rosalie, tu es tout en beauté. Comment fais-tu pour être aussi rayonnante dans un environnement si morose? En 2024, les Camerounais devraient être en train de débattre de l'amélioration de leur bien-être, de leur pouvoir d'achat, de leur qualité de vie, mais ils passent des heures, des jours, des semaines, des mois, voire des années pour débattre des sujets tellement éculés tels la numérisation. Le Rwanda, qui a subi le génocide, est numérisé à près de 90%. C'est M. Etoundi depuis la Côte d'Ivoire. On va se rendre du côté de la Belgique. Bonsoir à tous les panélistes de ma modeste expérience professionnelle de juriste spécialisé en droit des TIC dans une entreprise publique IT. Il importe de relever que l'État du Cameroun a adopté une posture perfide, démontrant
sa mauvaise foi et son manque de bonne volonté à élaborer une véritable politique de déploiement du numérique. Un document de stratégie pour la croissance et le développement numérique avait été établi par le gouvernement, mais celui-ci n'est qu'une coquille vide, éloignée de la réalité du terrain et du contexte politique, économique et socio-culturel. En l'occurrence, il faut, voilà dans les messages que je n'aime pas. Ton message est à 18 pages, je fais comment? Je suis à 1. Et c'est long. Bon, je vais lire 2. Voilà, par exemple. 1. Financer et implémenter de véritables politiques publiques de déploiement des technologies numériques de l'information et de la communication. 2. Implémenter une législation numérique adaptée, notamment une loi sur la protection des données à caractère personnel au Cameroun. Ça, c'était avant même d'arriver aux actes. Maintenant, il dit pour les actes d'état civil, il faut. Allons-y donc. J'ai dit 2 aussi. Des infrastructures performantes, suffisantes et adaptées mises en place d'une grande plateforme nationale ou des plateformes régionales intégrées d'accès de documents civils en ligne par un processus de digitalisation visant à générer des documents civils numériques. 2. Des capacités énergétiques suffisantes. Ce qu'on n'a pas. 3. La formation des agents et le développement d'une communauté de pratique et d'expertise. Les experts informaticiens, développeurs, analystes, programmeurs, architectes de données, business analystes, responsables à accessibilité, conseillers en cybersécurité. Je m'arrête là. On n'a rien. Il faut nous envoyer ça pourquoi? Parce que c'est important. Non, je vais vous envoyer. Sauf que c'est long. C'est pas grave. Non, vous allez lire. Ça là, c'est pour les gens qui peuvent changer la donne. Donc vous êtes maire. Je dois vous envoyer pour que vous puissiez appliquer. Merci beaucoup pour le message, mon frère de la Belgique. Mais bon, c'est bon. Bonsoir, s'il vous plaît. Quelle est la procédure pour établir un acte à un enfant de 6 ans ayant une déclaration de naissance établie à l'hôpital gynéco de Yaoundé? On l'a dit ici même 15 fois. Je suppose qu'entre-temps, ton message était déjà là. Donc tu as entendu. Bonsoir à vous. Le BINEC est une structure qui ne sert qu'à mettre les gens dans la mangeoire. Depuis l'hôpital jusqu'au tribunal, il y a 1000 façons de simplifier l'état civil et rendre ça accessible à tous. Mais politiquement, ils ne veulent pas le faire. Cédric, depuis Bertois. Ouais, je vais laisser. Je sauve encore 2. Bonsoir à vous tous. Si vous voulez mettez en place 1000 mécanismes, le Cameroun ne changera pas. Je suis une dingue à hygiène depuis Bertois. C'est pas vrai ça. Bonsoir le plateau, je suis d'accord avec M. Manga. Même avec un diplôme, on peut faire quelque chose. Olivier Chakou depuis Yaoundé. Bon, ça c'est notre désir. Entre nos désirs et maintenant la réalité qui est pour l'instant actuelle au Cameroun, c'est celle qu'on vous a donnée. Le diplôme, mais maintenant, le diplôme peut aider à... C'est un indice. Rose, je n'ai pas donné le temps. S'il te plaît. Laissez vous-même. Je n'ai pas fait. Je n'ai pas. J'ai dit, ok, quand il dit mais ça c'est que je suis passé. Rose, voilà, et je demande une transition et on revient. Tu es magnifique. Je ne suis même pas magnifique. Vous êtes toujours sur Info Télévision, l'émission c'est le grand soir de lundi à vendredi, on prend plaisir à échanger autour des sujets qui nous concernent surtout. Et il faut dire que cette question d'acte d'état civil, j'allais dire, c'est hyper important. On reviendra chaque fois qu'on pourra sur le sujet pour aider les Camerounais qui sont dans la muse au pays parce que nous sommes très nombreux. Il a fallu que moi j'ai affronté pour avoir l'information et je partage avec vous. Monsieur le maire a expliqué la technique judiciaire et maintenant on aimerait bien que ce soit allégé avec des propositions comme celle d'utiliser les documents d'examen. Ça c'est pour ceux qui ont encore... Voilà. Qui ont encore le vrai âge. C'est aussi ça. Parce que comme on a dit, il y a des gens qui ont les diplômes qui ont 3 âges. Ça va être compliqué. Mais si ça peut aider, je peux perdre l'acte, mais j'ai la carte, par exemple. Ah, pardon. Là, tu vas aller leur expliquer là-bas. Pour l'instant, les gars, on dit que... C'est l'acte qu'il faut avoir. Père, tout faut avoir. Vous savez, nous sommes partis d'une carte d'identité qu'on faisait à la main, à la plume même d'ailleurs, pour arriver à une carte informatisée. Voilà. Nous sommes partis des permis de conduire qu'on faisait à la main,
pour arriver à des permis de conduire informatisés. Nous avons donc aujourd'hui des cartes grises informatisées. Ça veut dire que c'est une question de volonté. Voilà. Si on a pu informatiser les CNI, on a pu informatiser les cartes grises, on a pu informatiser les permis de conduire, on peut informatiser le passeport, on peut informatiser la renaissance. Attendons donc qu'on informatise. En attendant, nous on va parler du salaire. C'est la question du salaire qui nous préoccupe ce lundi. Je l'ai dit jusqu'à mercredi. On aura l'occasion de parler du travail sur ce plateau tous les soirs. Et le pan de notre débat qui a été arrêté pour ce soir, bien sûr, c'est le salaire, révérend. Le salaire. J'ai commencé avec le premier sujet. Ici. Donc c'est ici qu'on peut y aller. Le salaire. La rémunération, c'est le nerf de la guerre. C'est le nerf de la guerre. Tout le monde se plaint. Tout le monde se plaint. On ne sait plus finalement si le salaire est obligé au Cameroun ou c'est selon la volonté des patrons. Parce qu'il faut nous expliquer tout cela ce soir. Est-ce qu'un patron est obligé de payer les employés tous les mois? Ou c'est selon sa situation, ou c'est selon son état de volonté, son humeur du jour. Ah, les patrons, j'arrive. C'est pourquoi c'est équilibré. Tu pourras défendre les employeurs. Pour l'instant, je pose la question au syndicat. Monsieur du syndicat, est-ce que le patron est obligé de payer les employés? Ou bien s'il s'est réveillé un matin et que ta figure ne l'intéresse pas, il ne te paye pas? Et qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez, le salaire est la contrepartie d'un travail. Donc, on travaille, on rend un service par rapport à ses compétences et selon l'accord qu'on a eu avec celui à qui on rend ce service, il nous doit une rémunération. La rémunération du service que nous avons rendu. C'est pourquoi on travaille d'abord et on se fait payer par la suite. Bon, à partir du moment où on a travaillé, le salaire est dû. Alors, le salaire est dû. Et la loi a encadré même le moment où on doit payer ce salaire. Donc il y a une date. Le salaire est dû. Et nous travaillons pour un mois, c'est-à-dire 30 jours, sachant très bien que le dimanche est un jour payé, non ouvrable. Le jour ouvrable, c'est de lundi à samedi. Nous, dans nos communautés, nous ne connaissons pas dimanche. Nous travaillons même tous les jours. Vous allez faire demander que... Non, je t'écoute. Maintenant, il y a des particularités. Non, c'est pas que vous stoppez. Allez, expliquez. Tous les travailleurs du monde vous écoutent. Donc, un mois. Chaque mois. Nous travaillons, et le temps de travail est compté pendant un mois, à raison de 40 heures par semaine, soit 8 heures par jour. Oui. 8 heures par jour, 40 heures. 5 jours aussi, c'est Oui. Permettez-moi de vous expliquer. Laissez le syndicaliste d'abord nous dire ce qu'est dit la loi. Après, vous allez ajuster selon les désirs. Ok, allons-y, mais écoutez. 8 heures de travail. C'est quand on vit sur le terrain, c'est autre chose, on va débattre. Il nous dit d'abord ce qui est prévu. Papa, vas-y. 8 heures de travail par jour, soit 40 heures de travail dans la semaine. Et nous travaillons pendant un mois. Et dans le mois, les jours ouvrables, c'est de lundi à samedi. Le dimanche n'est pas un jour ouvrable, mais il est payé. C'est pourquoi on compte 30 jours. Donc le salaire que nous percevons à la fin du mois est un salaire qui nous est payé pour 30 jours. Et il est exigible jusqu'à compter de la fin de ce mois-là, donc à compter du 30 du mois, jusqu'au 8 du mois qui a commencé. Donc dans l'intervalle de 8 jours, le patron doit payer le salaire à celui à qui il est dû. Donc au plus tard le 8 du mois. Passé cet intervalle, le patron qui n'a pas payé le salaire est en irrégularité. Maintenant, on a dit les jours ouvrés de lundi à samedi, ça fait 6 jours. Cependant, on doit travailler 40 heures par semaine. L'usage veut que les 40 heures de la semaine soient réparties sur 5 jours, de lundi à vendredi. 8 heures par jour, ça fait les 40 heures. Mais il y a d'autres répartitions qui existent et qui font que l'on travaille jusqu'à samedi et jusqu'à dimanche. Et il est admis dans le cours du travail une période de travail un peu plus longue qui va jusqu'à 48 heures de travail. Et qui sont dans des heures supplémentaires. Et là également, il y a un quota d'heures supplémentaires qu'on ne peut pas dépasser. On ne doit pas. Donc, on ne doit pas imposer aux salariés, aux travailleurs, un régime de travail qui l'amène à faire au-delà du quota d'heures supplémentaires reconnu et admis légalement par
par le législateur. Donc lorsque cela est dit, il y a des mécanismes maintenant de revendication de son salaire. Donc moi je suis parfois un peu éberlué d'apprendre que il y a des gens qui réclament 12 mois de salaire, 10 mois de salaire, 8 mois de salaire. 3 mois de salaire même, on arrive, quand on écoute ça, à se demander, pendant 3 mois, 4 mois, 5 mois, 8 mois, 10 mois, comment vit ce travailleur qui va au travail tous les jours? Comment fait-il pour aller au travail tous les jours? Comment vit-il? Comment nourrit-il sa famille pour arriver à avoir un retard de salaire de 10 mois? J'admets que j'ai un peu connu ça aussi, mais à mes débuts, je ne pense pas avoir eu jusqu'à 3 mois, mais j'ai connu un patron, un employeur qui s'était arrangé à nous payer nos salaires. Le plus tôt, c'était 45 jours. Sinon, la régularité, c'était tous les 60 jours. Ça veut dire que c'est lorsque tu as fait 60 jours de travail qu'il te donnait le salaire qui correspondait à 30 jours de travail. Ce qui veut dire que tu avais toujours un mois de salaire en retard permanent. Et lorsque tu percevais ton salaire au 62e, 65e jour, tu étais soulagé, content. Oh, il t'a payé que le salaire de 30 jours et tu as encore un retard de salaire de 30 jours, de 35 jours, ainsi de suite. Donc, il y va aussi quand même de l'honnêteté de ceux qui emploient. Il y va également de l'humanité, j'allais dire, de ceux qui emploient. Parce que quand tu emploies quelqu'un, pendant un certain temps, ça suppose que tu es aussi satisfait du service qu'il rend. Sinon, tu ne le garderais pas pendant tout ce temps. Alors, si tu es satisfait du service qu'il rend, pourquoi toi, tu ne lui donnes pas satisfaction parce qu'il lui est dû? Et comment, à ce rythme-là, comment allons-nous, une fois de plus, combattre la corruption? Comment allons-nous éviter d'avoir de mauvais agents? Comment nous éviter d'avoir des agents qui trempent dans ce qu'ils ne devraient pas, ce qu'ils sont supposés garder? Et comment allons-nous maintenir une société saine si nous n'arrivons pas à respecter le minimum? Voilà, monsieur le maire. Me voici qui vient vers vous, monsieur l'employeur. Madame, c'est si je résume, non, j'ai bien compris. Vous avez bien compris. Absolument. Que vous devez payer chaque mois, au bout de 30 jours. Non, vous avez un délai de 8 jours pour faire ça pour la fin du mois. Voilà, qu'au plus tard le 8 du mois. Les gens doivent avoir le salaire. Ça peut ne pas être le 8 si on est en février. Vous avez 8 jours après la fin du mois pour faire les salaires. D'accord. Maximum. Oui. Alors pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi on a de moins en moins de patrons qui respectent... Le pasteur Paco a parlé de l'aspect légal et réglementaire. On ne peut pas revenir dessus, c'est vrai. Vous ne devez pas donner du travail à quelqu'un qui le fasse et que vous ne le payez pas après. Et le travail, le capital précède le travail, il faut le dire. On investit, on crée le travail, on recrute des gens qui travaillent et qui participent à la production qui elle aussi produit de la richesse, qu'on doit répartir pour les actionnaires sous forme de dividendes, pour le personnel sous forme de salaire, pour l'État sous forme d'impôts et autres. C'est comme ça que c'est fait. Ça, c'est la structuration du management, qu'il soit privé ou public. Mais il arrive, parce qu'on est là pour dire la vérité, hein, il arrive que quelquefois, le capital soit là, que le travail soit là, et que la production soit également là, mais que le service, parce qu'en réalité, on produit un service qu'on peut vendre. On a des délais de paiement aussi qui peuvent ne pas obéir absolument au schéma qu'on a tracé avant. C'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle le dialogue social. Tout le monde sait que lorsque le mois est fini, vous avez 8 jours pour payer le personnel. Mais il peut arriver que vous ne puissiez pas le faire parce que peut-être vous aussi, employeur, attendez vos factures. J'ai entendu quelqu'un dire tout à l'heure, là même hors sujet, que la dette intérieure est de 3 000 milliards. Ça veut dire que le plus grand employeur du Cameroun, qui est l'État, doit bien non seulement des salaires lui aussi, mais également des factures aux gens, des paiements. Lorsque vous êtes dans cette situation, la loi est pour protéger, à vous amenant soit des deux choses. Si vous ne pouvez plus payer, vous dialoguez avec le personnel, vous trouvez une solution. La solution simple,
c'est que soit vous déclarez la faillite et vous êtes protégé par l'État, soit alors vous mettez vous-même en situation avec le personnel, vous leur dites, voilà ce qu'on peut faire. On peut entrer le système de congé technique d'abord, on peut s'arranger. Si le personnel est d'accord que notre patron a vraiment des soucis, il peut vous dire, patron, nous on supporte 45 jours pour un salaire de 30 jours. Ça fait qu'en réalité, on essaie de vous rapprocher de vos délais de paiement aussi. Ça, c'est le management. Mais quelquefois, la plupart des patrons, pardonnez que je le dise ainsi, s'enferment dans leur bulle, ne communiquent pas, estiment que comme ils ont le pouvoir, et ça, c'est une notion qui me semble absurde. Parce que si vous lisez la théorie de Maître l'esclave, en réalité, le patron dépend plus du personnel que le personnel dépend du patron. Parce que vous avez mis le capital, s'il n'y a pas le capital humain pour continuer l'œuvre de production, vous n'allez pas vendre. C'est le principe. Malheureusement, les gens s'enferment et ne communiquent pas. Et on se retrouve malheureusement dans la situation, et je vais être correct là-dessus, les communes qui ont pour la plupart 4 à 5, 6, 7 mois d'arrêt de salaire, ça peut se comprendre, enfin. Je rappelle même les maires. Je suis le maire. Moi, l'État me doit 31 mois d'arrêt de salaire de maire. Parce que moi, je suis particulier. Les autres maires, je crois, 18 ou 20 mois. Vous en sortez comment? J'arrive chez toi, tu vas dire. Je rappelle que chacun de nous, pour le cas des maires, maire n'est pas une profession. Vous devez pouvoir faire autre chose qui vous nourrit. La mairie, c'est le sacerdoce pour servir. Si vous avez la mairie pour être payé, je rappelle que les communes de 4e catégorie, le maire gagne 218 000 francs par mois. Il faut le savoir. Ça ne peut pas faire le maire. Mais il faut être quelqu'un d'autre avant de devenir maire. Mais c'est pas ça. On parle du personnel. Parce qu'il y a des gens qui ont le travail à la télé, le travail à l'atelier seulement. Ils ne vivent que de leur salaire. Lorsqu'ils ne sont pas payés, c'est un problème. C'est pour ça qu'on dit il faut que tout le monde apprenne à respecter la loi. Lorsque ce n'est pas possible, parce que ça arrive souvent, il faut communiquer. De manière que le personnel ne subisse pas. Qu'ils soient au courant. Parce que je rappelle que lorsque le personnel est au courant des difficultés de leur entreprise, il a tendance à être à vous accompagner et à travailler un peu plus. Mais pour vous aider. Absolument. Mais lorsque ce travail fait en plus rapporte également de la richesse, il vaut mieux partager aussi. Sous forme de prime, sous forme de gratification, de manière que ceux qui ont tenu hier à vous accompagner ne soient pas les ding-dongs de la farce. C'est ça le principe. Malheureusement, c'est donc à ce niveau que ça blesse. Parfois, il faut attacher la ceinture pour soutenir. Moi, je suis pour... Mais il faut que ce soit dit. Voilà, que ce soit dit. Parce qu'un employé qui ne sait pas où il se retrouve, il ne sait pas s'il a des problèmes, il ne sait pas s'il y a des difficultés, il ne sait rien, il se lève le matin, mais tout ce qu'il constate, c'est qu'il n'a pas de salaire. C'est assez compliqué moralement et psychologiquement de sortir tous les matins. Et à la fin, pardon, on le dit, à la fin, tout le monde fait semblant de travailler. Et personne lorsqu'on fait semblant de travailler, on ne produit plus. Lorsqu'on ne produit pas, on ne gagne pas de l'argent. Et à la fin, l'entreprise disparaît. Aujourd'hui, déjà, par anticipation, bonne fête de travail à tous ces travailleurs-là. Ces travailleurs-là, ces travailleurs, enfin, à nous, quoi. À nous, quoi, en quelque sorte, à toi, à moi, en fait. Voilà. Déjà, bonne fête de travail. Tenez bon, les amis, ça va aller. Vous savez, moi, je fais partie de la génération de ceux qui croient. Je pense qu'avec la volonté, avec la volonté, beaucoup de choses peuvent aller. On a par exemple le syndicaliste qui a parlé quelque chose de très pertinent. Maintenant, moi, je voulais évoquer le cas, par exemple, des travailleurs de la nuit. Comment est-ce que ça se passe, justement, avec ces travailleurs-là? Lesquels? Parce qu'ils sont nombreux. Ils sont nombreux, les cabarets. Lesquels précisément? Il y a ceux qui travaillent dans les centres d'appel, par exemple. Il y a des centres d'appel qui travaillent souvent dans la soirée. Pour les c'est-à-dire les entreprises font le service de car. Non, en fait, ce qu'il veut dire, il veut parler des gens qui ont un boulot qui se fait que dans la nuit. Les serveuses dans les snacks, les DJ, les vigiles. Quelle est la problématique de nuit? Justement, en fait, aujourd'hui, ils sont des travailleurs, par exemple. Ces personnes, aujourd'hui, font face à une difficulté qui est le contrat. C'est-à-dire que aujourd'hui, on choisit un travail en fonction, on propose un contrat et tu décides d'accepter comme si le contrat est... C'est parce qu'ils travaillent la nuit qu'ils n'ont pas de contrat ou bien c'est spécifique à ceux qui travaillent la nuit? Permettez-moi, je reprends. Je suis avec ces vous savez, permettez-moi, je chute, s'il vous plaît. J'ai dit, il y a par exemple le cas du syndicaliste qui a parlé
des heures de travail de 48 heures et autres. Et j'ai juste posé une question, comment est-ce qu'on fait avec ceux qui travaillent la nuit? J'ai fait une parenthèse et je suis revenu maintenant sur la loi a tout prévu. Maintenant je reste avec toi. Voilà. Je te retire pas la parole, sois tranquille. Je reste avec toi. C'est vrai que c'est la semaine dernière que j'ai abordé le cas du contrat de travail sur ce plateau. Je crois que si tu m'écoutais tous les soirs, tu aurais eu toutes les réponses à tes questions. Mais comme il le disait tantôt, le travail, c'est le travail. Ça veut dire que comme le pas, c'est la nuit là. C'est organisé, c'est réglementé. Il faut juste s'informer. En plus, l'affaire de contrat, j'ai appris ici avec le ministre Mbila que c'est de nuit et de nuit les faits. Plus seulement de tomber sur un patron qui est conscient, parce que tout ce qui est écrit, il nous a montré les limites. Oui, il nous a montré les limites. Il y a les limites, un contrat, c'est vrai. Voilà, il nous a les limites. Le code du travail même. Il nous a expliqué. Tu sais que c'est monsieur code du travail. Donc il a très bien expliqué et j'ai retenu là que le contrat est les faits. Non, c'est sa conclusion. C'est ma conclusion au bout. On va sûrement en parler. On va pas refaire le travail aujourd'hui, surtout dans le secteur privé, c'est souvent c'est surtout dans le secteur privé et c'est généralement plus un contrat soit verbal, c'est souvent majoritairement verbal. C'est-à-dire qu'on vous dit tu travailles comme ça et tu es payé et tu es payé telle période. Du coup, la difficulté que les travailleurs... Je m'inscris en faux dans la majorité de ce que vous dites. C'est pas vrai. Je suis syndicaliste. Vous êtes syndicaliste, il y a des... Donc vous allez dire permettez à monsieur Manga, vous allez dire quoi des ménagères? Il a vu. Non, vous allez dire... Il a repéré où? Il a quel échiquier? Je crois que les téléspectateurs nous écoutent. En majorité. Non, les téléspectateurs privés. En majorité verbale. Non, j'ai dit soit. Vous ne m'avez pas laissé finir. J'ai dit que ça peut être verbal, ça peut être également écrit et on te dit que c'est comme ça que tu travailles et c'est comme ça que tu vas accepter. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Parce qu'il a parlé par exemple de 48 heures en excédé et autres. Moi, j'ai travaillé dans un centre d'appel où on avait des heures supplémentaires, on avait plus d'heures supplémentaires que ces 48 heures-là. Et où on était payé pas jusqu'au 8, on était payé des fois le 11, le 12. Et pourtant le contrat stipulait bien que on doit être payé 8 jours, comme on l'a dit dans la fourchette. Mais vu qu'on n'avait pas mieux ailleurs, on n'avait pas un autre travail, on était obligé de subir. Et généralement, les travailleurs sont dans cette difficulté-là. Il a bien dit qu'il faudrait un échange. Et à ce moment, comment le syndicat intervient? Si moi, par exemple, je ne suis pas d'accord de cet échange, ça devient quoi? Je deviens, par exemple, dans l'entreprise, le rebelle. C'est-à-dire le rebelle. Et si je fais en coïncidence, si je commence à fricoter avec les syndicalistes, je deviens justement l'ennemi. Après de vie. Voilà, justement. C'est pas vraiment ça. Je vous dis. Le dialogue en entreprise a des segments. Non, je dis là où il y a des chefs d'entreprise qui n'aiment pas le dialogue. Pourquoi vous ne voulez pas la vérité? Non, ça des segments. Ça veut dire vous avez des délégués qui dialoguent avec le chef d'entreprise. Tout le monde n'a pas le délégué dans son entreprise. Toutes les entreprises n'ont pas le délégué. Et même lorsqu'il y a le délégué, et même lorsqu'il y a les délégués du personnel, il y en a certains qui j'ai été délégué du personnel, qui soit corrompu, il y a d'autres lorsqu'on va rencontrer le syndicat, on devient l'ennemi. Et je pense qu'il le sait. Il ne peut pas dire le contraire. Je ne peux pas valider ce que vous dites. Parce que vous êtes en train de présenter l'activité syndicale comme une activité qui n'intervient que quand ça va déjà mal. Non. Et quand on est déjà en porte-à-faux avec ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit bien ceci que si maintenant je me rapproche du syndicat pour demander que je fais comment, une fois que mon employeur, bon je dis pas en tous les cas, une fois que l'employeur entend que j'ai rencontré le syndicat, il comprend que non, là vous êtes déjà en train de partir en guerre avec lui. Et il ne comprend pas que là c'est nécessaire en fait. C'est pour ça que je disais que votre rôle également en tant que syndicaliste, il faudrait également faire des échanges avec les entreprises, les chefs d'entreprise pour leur faire comprendre que le syndicat n'est pas le diable. Parce que c'est ce que les chefs d'entreprise ont souvent. Maintenant, dans la paye, oui, mais il faut... Nous sommes avec, on a parlé du secteur public, cette fête qui va se passer le 1er mai. Les gens que nous verrons, les personnes qui seront le plus dehors, ce sera le secteur privé.
Le secteur public, c'est difficile, c'est souvent difficile. Soit il faut même la fête plus que nous tous. C'est encore le contraire. C'est l'inverse, papa. Bon, moi, je vois plus de polos. C'est encore le contraire. C'est parce que les travailleurs du privé, ils se débrouillent un peu le jour là pour danser. En fait, c'est le moment où ils font un peu voilà. de sport. Ceux du public n'ont pas de problème. Donc, ils je pense que la question du salaire, c'est une question qui est assez pertinente. Maintenant, il faudrait déjà que l'État encadre également les sociétés. C'est-à-dire que les entreprises en général, si une entreprise a du mal à fonctionner, à payer les salaires, il faudrait qu'il y ait un cadre qui permet qu'on les accompagne justement à trouver soit des solutions pour que les entreprises, pour que les salariés... L'État fait ça comment? Par exemple, lorsque vous créez une société, il faudrait généralement des visites régulières pour s'assurer que le fonctionnement, que les salaires sont payés. Et ça, ce n'est pas toujours le cas. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? L'employé, lui, il est seul là. Si il a d'abord créé son entreprise avec qui? Pour qu'il ne soit pas seul. Non, l'employé, pas de l'employeur. Je parle de l'employé. L'employé est seul. Aujourd'hui, puisque nous n'avons pas mieux ailleurs, qu'est-ce qu'on fait simplement? On reste tranquille. On attend simplement que le jour où on peut trouver mieux ailleurs, on part. Parce que du moment où on commence déjà à dire ce n'est pas bien, on commence à nous dire ce sont les d'accord. J'ai compris et j'ai reçu ma le mot syndicaliste est faux. Pour ceux qui ne vous ont pas suivi jusqu'au bout. Manga dit qu'il y a beaucoup d'entreprises où on refuse même de déléguer. Le mot du syndicat fait peur. À l'instant où tu décides de revendiquer ce qui te revient de Dieu, tu deviens un paria aux yeux du patron qui a l'impression que tu ne veux pas travailler, tu veux nuire à son entreprise et il peut te virer. Du coup, s'il entend même encore que tu t'es rapproché d'un syndicat, il considère que tu es devenu un oligarque dans son entreprise et ça devient encore plus compliqué. Alors ils sont obligés de subir en silence, il y a bien résumé, de subir en silence et de souffrir en attendant que Dieu leur permette d'avoir notre boulot ailleurs. Et pour lui, c'est pas la solution parce que le dialogue que vous avez abordé tout à l'heure, échanger avec les employés, expliquer les problèmes, pourrait faciliter l'entente et la cohésion pour avancer ensemble. C'est ce que Manga est en train d'expliquer depuis. J'ai bien résumé. C'est vrai que là, il dit des choses simples pendant tellement de temps. Oui, c'est pourquoi il dit que moi, je suis là pour entendre même ce que tout le monde n'entend pas. Alors, je suis avec toi. On a quand même, monsieur le maire a essayé de nous expliquer que parfois les patrons aussi ont les problèmes et ils sont un peu orgueilleux, ils prennent la posture de patron, du coup, ils trouvent anormal de venir expliquer aux employés que ça ne va pas, on est dans la dèche, il faut s'accrocher et tout. Et l'employé de son côté, il n'a pas toutes les infos. Lui, c'est seulement qu'il n'a pas le salaire à la fin du mois et qu'on le paye tous les 60 du mois ou tous les 90. Du coup, il ne sait plus à quel sens se vouer. Et comme il a dit, un corps qui souffre dans la tête et partout, le rendement aussi ne suit pas et l'entreprise peut en payer le prix. Alors, comment on fait pour trouver le juste milieu afin que chacun ait un peu de sourire dans cette affaire? Le patron qui souffre comprenne aussi que l'employé souffre et que c'est pas facile. J'ai écouté les trois panélistes. Le syndicaliste a tiré la couverture de son côté, le chef de l'entreprise. Non, moi je dis pas. Il a expliqué. Vous comprenez? On a l'employé, Vous comprenez bien? Le plateau est équilibré. Une chose c'est qu'il dit, il y a beaucoup de pertinence dans ce qu'il a dit. Justement. Vous comprenez? Non, l'enveloppe vient le noyer là. Si nous sommes d'accord de dire que le travail évite l'ennui, le vice et le besoin à un homme, le salaire doit être au centre de tout. Il part travailler pour avoir les moyens, n'est-ce pas, non, de l'éviter tous ces trois. Ces trois mots. Vous comprenez bien? Donc, à l'entame, n'est-ce pas, vous avez dit, est-ce que le même patron a l'obligation? Mais oui. Bien sûr. Parce que le contrat, l'élément le plus important d'un contrat, c'est d'abord ça, selon la tâche que tu accomplis, n'est-ce pas, dans le rendement que tu donnes, n'est-ce pas, non, à cette entreprise. Donc, un patron a l'obligation, vraiment au terme de ce que vous êtes, n'est-ce pas, entendu, de te payer ton salaire. Et ce n'est même pas pour ton bien personnel qu'il doit le faire, c'est pour lui-même, pour l'évolution de son entreprise. C'est ce que dit. S'il veut la production, s'il veut qu'on, n'est-ce pas, un employé se met vraiment à la tâche, vraiment à terme payer son argent, qu'il entre dans sa famille aussi, régler ce problème. Donc s'il n'y a pas de salaire à temps,
et le salaire convenu, le syndicaliste a dit quelque chose de très pertinent. Et c'est ça la malhonnêteté de la plupart des chefs d'entreprise. Ça dit qu'il vous paye avec une marge où il a toujours c'est ça la mafia. Et ce qu'il a eu à dire, l'autre, il a raison. Pourquoi? Parce que ça dépend, n'est-ce pas, de l'humeur d'un patron aujourd'hui. Le contrat et la plupart des contrats au Cameroun ici, c'est verbal là. Bon, tu travailles, tu dois t'occuper de ceci, de cela, n'est-ce pas, à la fin du mois, c'est combien? Ça, c'est limite là. En dehors des multinationales, ou à la rue, peut-être, comment on appelle, les entreprises parapubliques, où tu peux trouver un contrat parce que là, c'est une obligation. Mais qui respecte le contrat où? Ça dépend de l'humeur d'un patron. Il arrive, ta tête ne le plaît pas, ou il a ses problèmes au quartier. Dès que descend les escaliers, rentre chez toi. Et le rôle du syndicat, c'est là. Je ne connais pas dans quel syndicat mon ami est frère partout. Mais les syndicats sont des complices des patrons. Mais oui, les délégués du personnel, la même chose dans des entreprises, la plupart des entreprises. Ah bon? Mais oui. Il plaît la queue. Mais combien de fois, aujourd'hui, les syndicats sont devenus comme les partis politiques. Ouais, ça, Les Camerounais ne croient plus à ça. Ils déclarent, n'est-ce pas, un débrayage à peine 2-3 jours, vous comprenez, ça c'est limite là. Oui. Donc, comprenez qu'il y a cette complicité. L'employé est laissé à lui-même. Vraiment, il est là, n'est-ce pas, il ne sait pas par où. S'il va se plaindre, n'est-ce pas, au service de, comment on appelle, du travail et autres, À l'inspection du dans l'inspection du travail, vous comprenez que là, on le rabouille, le patron va derrière, il donne une enveloppe, c'est fini, tu arrives, on te tourne là, des mois et des mois, si tu penses aller, c'est fini, on te met à la porte. Donc le travail, le chef d'entreprise doit faire vraiment un effort à travers vous, les syndicats. Vraiment. Leur complice. Mais c'est ça. Non, mais devenez, n'est-ce pas, devenez les défenseurs. Devenez les défenseurs, c'est ce qu'on veut de vous. C'est ça, c'est ça. Faites votre travail. Bon, Faites comme nous voyons, n'est-ce pas, en Europe, où les syndicats se mettent vraiment pour défendre les travailleurs. Des revendications suivies par ces personnes-là, n'est-ce pas, qui ont la charge d'être l'intermédiaire entre l'employé et l'État. c'est par respect de la conduite de l'antenne et du respect de la vie de chacun de nous, parce que chacun de nous dans son vie ici, qu'on peut supporter tranquillement pendant 3, 4, 5 minutes de tels propos. Que vous puissiez nous traiter mordicus. Le ministre du Travail qui est chargé. Je voudrais vous rappeler que moi, Paco Emmanuel, sur ce plateau, je suis président d'une organisation syndicale de base. Et je suis travailleur. D'accord? Je suis travailleur. Mais vous parlez souvent de choses que vous ne comprenez pas. Ce qui se passe. À ce moment-là, il faut avoir la limitation, il faut avoir la crainte de ne pas dire n'importe quoi. Il faut avoir le respect de l'autre pour ne pas le taxer de n'importe quoi non plus. Non, on ne vous taxe pas n'importe quoi. Mais vous nous avez déjà taxé de complice des patrons. Bon, en même temps, vous les téléspectateurs nous écoutent. Ils savent ce qui se passe, ils ne croient plus, je te dis. Madame Gessele, Au syndicat, le c'est syndicat c'est clair la parole. d'entreprise. Lorsque les syndicats grèvent en Europe, c'est d'abord pour les conditions de travail, généralement. Mais oui. Parce que le ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi exactement? Nous sommes au Cameroun où tout le monde dit que l'État doit beaucoup d'argent à ses prestataires, n'est-ce pas? Qui sont des employeurs? Quels sont les employés qui ont grévé pour que l'État paye leur patron? Commençons par là. Le devoir de solidarité veut que... Si, non, Monsieur, c'est un dialogue à l'interne. C'est pour ça que j'ai pas de dialogue. Le personnel a réuni ses employés pour dire voici ma souffrance. Voici ma souffrance. Les employés ne peuvent pas sortir. Disons il prend même un risque de faire ça parce qu'il va manquer de... On va dire que attention, il n'y a pas de solidarité. Lui, là, il part à trahir nos secrets. Parce qu'il y a des patrons qui... Secret de quoi? Non, vous êtes pas de salaire, on appelle ça... il a l'impression que vous associez pour ne pas le terme m'échappe un peu. Le terme m'échappe un peu quand on dit
lorsque être corporate dans l'entreprise. C'est-à-dire que je prends un cas, voici un directeur, voici le ministre. C'est le ministre qui est au-dessus du directeur. Le directeur va parler dire aux autres que je ne suis pas payé depuis. Parce qu'il court le risque de me faire manque de ne pas être corporate parce qu'il doit faire semblant que tout va bien auprès des autres. Il y a ce genre de situations. Les employés, moi je me dis que s'asseoir. Il faut Vous avez dit qu'il doit vous parler du management. Nous sommes les C'est-à-dire que si le personnel ne travaille pas, il n'y a pas de production. Je suis S'il d'accord. n'y a pas de production, il n'y a pas de gain. S'il n'y a pas de gain, il n'y a rien. On est d'accord. Ni pour l'État, ni pour l'entrepreneur, ni pour le personnel. C'est pour ça que je dis, il doit avoir comme une symbiose, c'est le terme. Vous comprenez? Lorsque l'entreprise fonctionne normalement, elle respecte les règles. Oui. C'est-à-dire que vous avez investi, vous avez le culte personnel qui travaille, qui produit, vous êtes payé, il faut le payer. Mais il arrive que cet engrenage soit bloqué quelque part. Et la solution, ce n'est pas d'abord la guerre. On est d'accord. C'est le dialogue social. C'est ça que je parle. Lorsque vous dialoguez avec le personnel, ce personnel peut vous accompagner jusqu'à la limite de leurs possibilités. Voilà. Malheureusement, j'ai reconnu ici que la plupart des patrons, des chefs d'entreprise, se tirent dans leur bulle. Ils souffrent seuls. Non, Ils ne c'est parlent pas bien. pas. Il ne sait pas bien. Et du coup, on a l'impression qu'il refuse de payer, alors que lui-même, il souffre. Il souffre. Et c'est pour ça que j'ai dit, la meilleure façon de faire, les syndicats, entre le personnel et tout le monde, C'est de dialoguer. c'est de dialoguer. Quand on dialogue, À travers les syndicats, on est capable de faire la modération pour leur dire, votre patron en réalité n'est pas payé. Mais là, vous êtes en porte-à-faux avec tout. Et là, je dis, c'est un problème de formation des chefs d'entreprise également. Voilà. Le chef d'entreprise, c'est la chose la plus difficile à faire. L'argent ne suffit pas, malheureusement. Je suis d'accord. Malheureusement, les gens ne vont pas à l'école de l'entreprise. Le management, Et ils veulent gérer. Voilà le problème. Non, vous pouvez avoir l'argent et faire gérer par d'autres personnes. par exemple. Malheureusement, la plupart du temps, le capital pense, quand je dis le capital, c'est l'homme qui investit. Il pense que son argent suffit. Ça ne suffit pas, malheureusement. D'accord. On prend même trois messages. Je pense que c'est clair. Bonsoir madame et à tous vos invités. Moi, je travaille depuis plus de 15 ans dans les boulangeries à Yaoundé. Aucune boulangerie à Yaoundé, je dis bien aucune, ne délivre les contrats à ses employés. Voilà. Vous parlez des travailleurs de nuit ou bien les boulangers qui fournissent le pain chaque matin aux populations. Allez voir dans les conditions dans lesquelles ils travaillent. Les fours à plus de 200 degrés. vrai. Que monsieur le syndicaliste aille faire un tour dans les boulangeries. Il va voir ce que monsieur Manga est en train de dire. Bonsoir à vous, j'aime beaucoup suivre vos émissions. Mais je ne suis pas d'accord lorsque vous dites que le secteur public n'a pas de problème. Au contraire, c'est également la merde de là-bas. Parlant des sociétés, etc., les patrons sont malhonnêtes et inhumains. Non seulement le salaire est misérable, mais aussi il n'est pas régulier, sans oublier les menaces de licenciement. Merci. Donc, tu entends déjà, non? Bonsoir, le laboratoire national vétérinaire, la navette est à 5 mois sans salaire. Ouais, clair. J'ai dit qu'ils vont sortir. Bonsoir Rosalie, d'entrée de jeu, je te rassure, le hit parade de tes coiffures. Bonsoir au panel, l'État a lâché l'employé car il y a plus de demandeurs d'emploi. Il y a plus de demandeurs d'emploi que d'emplois. L'employeur est donc roi. L'employé est mendiant au sens strict du terme. Agit depuis Fumbot. Malheureusement, je ne pourrais pas lire tous vos messages, mais je l'ai dit, c'est en deux parties parce que la prochaine partie, c'est le problème des salaires dans le secteur privé. Oui, là, monsieur- c'était pour monsieur tout le le maire, monde. monsieur le maire. Bonsoir Rosalie, votre voisin en chemise n'a pas raison de faire la comparaison entre la CNI et le permis de conduire et les actes de naissance. Jamais. Nous sommes très incapables de satisfaire les quelques Camerounais qui ont besoin de CNI. Ce n'est pas les 30 millions de Camerounais qu'on pourra servir les actes de naissance. Que le monsieur le maire aille à Conquidop faire des actes aux mamans qui sont accouchées par les accoucheuses traditionnelles. Non frère, c'est de quel côté l'autre là? Je suis obligé de m'arrêter. Hein? Bonsoir à vous, très belle analyse de monsieur Manga. Sa prise de parole fait montre vraiment de quelqu'un qui connaît les réalités du secteur privé. Tout ce qu'il dit est vrai. Je constate que monsieur le maire et le monsieur Gras, bon, c'est le révérend Paco, n'ont pas encore eu à échanger avec des employés du secteur privé vrai. En fait, depuis au dialogue d'émission, je pense que on a fini par se comprendre d'une certaine manière. Chacun fera son auto. Bon, je voulais... Au revoir, maman. Au revoir, Emmanuel Paco. Au revoir, Sylvestre Le Ben Diak. Au revoir, Elad Maïga. On se retrouve demain lorsqu'il sera exactement 17h. Merci, Ismaël. Merci à Nissé. Merci à Ben Valls. Je vous laisse en compagnie d'Hermine Lunga pour le journal en anglais. À très vite.